Eleven Paris vous présente le dîner. Eleven Paris, maintenant en Israël. Ce programme vous est présenté par la boutique à Turki Netanya. L'excellence du vin et de l'alcool. Ce dîner vous est présenté par Zabilo, l'expert de l'électroménager en ligne en Israël au meilleur prix. Waouh, ça c'est un bel appart pour un dîner ce soir à Paris. Magnifique. Alors on a vraiment du beau monde ce soir. Et un piano, j'espère qu'il y aura un pianiste. Quelle jolie table. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment ça va? Super. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour nous ce soir. Avec plaisir. Très belle table pour ce dîner où tu verras, il y a de très beaux invités. J'ai cru comprendre. Ouais. Alors raconte-moi toi, Moi c'est Havre des Vennes, Sarah, mais Havre des Vennes. et c'est toi qui organises ça Voilà, régulièrement, c'est ton travail. Alors moi, mon travail, c'est vraiment de faire du linge de table sur mesure. Je vois On choisit le tissu et voilà. T'as mis mon nom là. Et on peut personnaliser. Génial. Il y a le Voilà. nom de tous les invités, on va les cacher nom de parce tous que les invités. c'est une surprise. C'est génial, merci encore. Et les fleurs, c'est qui? Les fleurs, c'est Christian Collin, c'est Elodie. Bravo. Bravo, merci. Bravo à elle. Merci à toi, merci à eux. Ouais. On a une très belle table, parfait. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Tes invités, je crois. Non? Non? La cuisine. Ah oui, la cuisine. Il faut voir ce qu'on va Là, manger on ce va soir. voir ce que tu Donc manges. je vais regarder Greg. Je vais aller voir avec Greg. Greg, salut. Fait plaisir de te revoir un peu ici. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Alors ce soir, il y a en apéritif, c'est du saumon kalaïf. Ouais. Saumon mariné au yuzu avec la feuille de kalaïf, c'est ce qu'on utilise pour faire les gâteaux pâtisserie orientale. Ouais. Ce qu'on met aussi dans le chocolat de Dubaï. Donc là, on l'a revisité en version On met ça salée. dans le chocolat de Dubaï. Ouais. Ok. C'est le fameux kalaïf. Ok. On l'a revisité en version salée avec du saumon à l'intérieur. Après, il y a des rouleaux de printemps avec des légumes du souk. Ouais. Donc on a sélectionné les légumes betteraves, kohlrabi, carottes. Bref, on voyage où? Côté méditerranéen. Méditerranéen, Toujours comme pareil. d'habitude. Exactement, toujours côté un peu israélien. Je vois la boutargue, t'as pas les oublié la lentilles. boutargue. La boutargue de chez C'est la boutargue de chez Mimi? Tout à fait. Allez, c'est la meilleure. Tout à fait. Génial. Bah merci beaucoup. Avec plaisir, Stéphane, à tout Et après, je te laisse la surprise. Hein. Ouais. Allez, tu nous gâtes ce soir. Il en faut. Allez, bon, je vais me mettre là-bas, j'attends les invités. Parfait. Et je te dirai top départ pour l'apéro. Je Ok? suis prêt, j'attends. Allez, à tout de suite. Notre premier invité ce soir pour le dîner. Qui est ce soir le premier invité? Bonsoir. Laurent Dassault. Comment ça va? Vous allez bien? Merci beaucoup d'être ici. Ben voilà, vous allez assister à ce premier dîner ici. Regardez, c'est juste là à droite. Et les autres invités vont pas tarder. Voilà, champagne. Je ne sais pas si vous buvez le champagne, mais vous êtes plutôt. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais chercher les autres invités. D'accord, très bien. Oh Michel, Michel Fayad, comment tu vas? Bonjour, Ça va? ça va et vous? Super. Ça va et toi? Ça va? Ouais, tu tues. Très bien. Moi je te vois, mais t'es quand même grand. Je te voyais pas comme ça à la télé, c'est bizarre. Oui, 2 mètres. À 2 mètres quand même? 1m80. Ça va, je t'en prie, avance, ça va là. Et voilà, regarde cette belle table. Vous connaissez? Oui, on travaille ensemble. Et vous, du coup, vous connaissez aussi, c'est ça? C'est quoi? On les a croisés à Tel Aviv. D'accord. Hello! Oh Zelda, ça va? Bah attends, c'est incroyable, tout le monde est à l'heure ce soir. D'habitude, c'est toujours un petit retardataire et tout. C'est Paris. Ici, tout le monde est à l'heure. Ça va Simone? Ça va très bien. Comment ça va? Très bien, merci. Ah, vous êtes bien équipés quand même, hein? Il fait froid dehors ou quoi? Ouais, un peu. Nora, ça va? Plus froid en tout cas qu'à Tel Aviv. Il fait bien, il fait bon dans cette maison, il fait chaud. Regarde comme c'est beau. On a un joli Magnifique. piano avec eux et on a, regardez, je vous laisse découvrir. C'est joué ou pas? Hein? C'est joué. Au clair de la lune. Vas-y, on va voir. Très bien. Je Ah oui, pense c'est que très joli. C'est joli. Ah oui. Je vous laisse faire les présentations. Vous connaissez sûrement tout le monde. Voilà. Nora. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Il a dit qu'il n'y avait pas de son. Donc, vous voulez on change? Non, c'est bon. Ça, tu vas y arriver, ça. Je supportais pendant 20 secondes. C'est déjà beaucoup trop. Ouais, c'est 20 secondes à gauche pour moi. Ouais, trop. Vu ce que c'est devenu. Moi, j'ai fait 15 ans de PS, je peux vous dire. Ouais, j'ai fait 20. Mais déjà 20 secondes avec Paris, moi je tiens pas. Ah, c'est pas vrai. Il y a des bonnes choses avec Paris.
Il y a des buffets. L'indemnité, le buffet. Ah, l'indemnité. Allez, vite, on offre. Alors, c'est où? Là. Ah bah, non, je crois qu'on est complet. C'est toujours sur nous attendre. Hein? Bah oui, à basket, à basket. Patrick Lugman, oh là là. En basket. Patrick Lugman en basket. En basket. Ça n'arrive jamais. Ça va? Amine, enfin. On se loupe toujours à Tel Aviv. Faites la cuisine. Et voilà. Bah, regarde, dans un appartement parisien. Magnifique, non? Superbe. Bravo, hein. Ouais. T'as réussi. Ouais. On a réussi à se... On a même réussi à faire ce dîner. Regarde, regardez, trouvez Magnifique. votre nom là sur la... Il y a votre nom inscrit, posez le manteau, après on se charge de... Waouh. Voilà, faites les présentations, je vais chercher notre dernier invité. Depuis le temps. Salut. Raphaël. Et voilà Raphaël Enthoven qui est là. Et on est au complet. Et on est au complet. Qui sert champagne à Raphaël? Ça y est. Je peux m'asseoir là? Bon, je vous dis tout de suite, je vous dis que c'est un drapier cachère magnifique. Cachère, nous ne bien. buvrons pas. Non. Je l'ai ramené d'Israël. Ah. Vous êtes bien? Laurent, ça va? Ouais. L'Echaïm, un petit l'Echaïm? Allez, Qui c'est qui peut me allons-y. servir? L'Echaïm à tous. Ouais. Merci encore d'être À là. la vie. À la vie, oui. Donc, si la LFI nous cherche, nous sommes ici. Voilà. J'ai envoyé ma géologue. C'est sympa. Bon, est-ce que le buffet est ouvert? Greg? Bien sûr. Greg est là, voilà, c'est notre cuisinier ce soir. Merci, Greg. Bravo, Greg. Bonsoir Greg. Il a le restaurant Saba à Levallois, très Très connu, bien. un restaurant Ah. cachère très bon. C'est l'idole de mes enfants. Bravo, Greg. Et voilà, c'est Greg qui nous a préparé un menu, on va voyager vers le Moyen-Orient. Des amis qui ont fait leur alia à Levallois. Voilà. On est tout proche. Eh ben, il y a Oh des putain, restos j'ai cachères. failli. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est de la chaise. Là, vous avez déjà un apéritif. Vous avez, Mais vraiment. voilà. Pardon. C'est la sauce commence avec les Ça peut arriver à n'importe quel. rouleaux de printemps avec les légumes du souk. Vous avez dedans kohlrabi, carottes, betterave crue. Là-bas, vous avez des bouchées de viande confit, c'est du bœuf confit avec des noisettes et des oignons caramélisés. Et ici, vous avez le kadaïf qui a été revisité. Alors, on parlait des origines libanaises. Justement, le kadaïf qui a été fait en version salée avec un saumon au citron yuzu et gingembre mariné avec aussi un soja. Ah bon. On aime tout, nous, non? On est d'accord, on aime tout. Comment c'est, Laurent? Ah bon. C'est bon? Délicieux. Je vais te prendre, tu mettrais prêt un truc. Tu veux ça? Ouais. Une fois n'est pas coutume chez toi. Stéphane, Ouais, donc, il n'y a pas une majorité de séfarades ici. on n'a pas calculé. Tu veux qu'on fasse Donc on a été invisibilisé Laurent d'un point de Dassault. vue identitaire. Laurent Dassault. Ah, attends, Alimentaire. t'es sûr de ça? Pas grave. Toi, t'es trouble. Moi, je suis moitié-moitié. Moi, j'ai marge des deux côtés. Je peux passer pour l'un ou pour l'autre, il n'y a aucun problème. Non, tu as du mal à passer pour l'un. Ah, je t'assure que Pire camarade, un centriste. tu serais surprise. Tu m'as jamais entendu parler de Lévinas. Il fait la pointe partout, Enthoven. Et j'aime la poutargue. Ah, C'est vrai. ça c'est un signe. Ah ouais. Ça c'est un signe. C'est un marqueur. Passionné. Ah, toi aussi, t'aimes bien la bouteille? Ouais. Moi, je. Non. C'est un marqueur, ça? Ouais, ouais, quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'offre politique. Bah, c'est une catastrophe. Et pardon, hein, il y a un problème d'offre à gauche, ça, ouais, évidemment. Il y a un problème d'offre à droite. Bah, Il y a une offre Qu'en pense de Laurent, partout. Laurent sur l'offre? Ça manque de candidats. C'est qui le vôtre? Le mien, c'est moi. Mmh. Et je suis pas candidat. J'ai d'autres choses à faire. Ah oui, on a tous le problème, c'est que c'est devenu la dernière activité accessible. Il Ouais. faut vraiment avoir tout raté dans sa vie. Il faut être totalement fou, surtout Il pour. faut avoir un casier judiciaire aujourd'hui pour faire de la politique, ou vouloir en avoir un. Non, Amine, vraiment, je t'admire. Voilà, de vouloir poursuivre cette activité. Non, mais il a raison. S'il Bah, il a sans doute raison, mais c'est vrai que... s'il aime. Et pourquoi t'y allais, toi? Ah, moi, j'ai adoré, mais j'y suis allé évidemment pour de mauvaises raisons, et j'en suis parti pour de très bonnes raisons. Je pense que c'est devenu une machine à se faire battre, à se faire humilier, à se faire maltraiter, où en plus, quand on a un bout, une demi-heure de responsabilité, on n'a finalement aucun pouvoir. La politique est devenue un gigantesque pouvoir d'empêcher, de s'empêcher, ou de se quereller, mais pas de se quereller comme on le fait là, avec amitié, bienveillance et intelligence, de se quereller pour de très mauvaises raisons.
Et c'est ça dont on est vraiment en train de crever. Donc moi, vraiment, quand je dis je t'admire, c'est pas un mot... Moi, plutôt mourir que d'aller faire de la politique. Mais T'aurais tout à perdre. D'entrer dans l'active. Je sais pas. t'as hésité un moment. Non, j'ai hésité il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. J'ai hésité il y a longtemps quand j'avais ma carte au Parti Socialiste. Bah, tu vois, on a tous eu cette... C'était dans une autre vie. Oui. Il y a 2 ou 3 vies J'en ai antérieures. jamais à eu peu une, près. hein. Non, mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas propre à la France. C'est là où on se rend compte quand même que c'est une crise démocratique profonde. Il n'y a pas un pays où tu te dis ah ouais c'est super. ils ont L'Allemagne, des- ça se tient quand même un peu mieux. Non, Un c'est pas peu. vrai. Mais non, pas du tout. C'est mieux. Je dirais pas du tout. L'AfD aujourd'hui, le premier parti d'Allemagne. Bah, l'AfD, d'accord, tout le... L'extrême gauche, Wagenknecht, c'est une catastrophe. C'est moins. L'Angleterre, c'est un effondrement. Ah oui. Farage, il va gagner. Les États-Unis, n'en parlons même pas. Israël, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un pays qui tient la route. Pas un pays. Pas aucune démocratie sur occidentale. l'Allemagne, bon, Non, c'est terminé l'Allemagne. Terminé. Non, je veux dire, en tout cas, en termes d'offres politiques, c'est pas très joyeux, quoi. Bon, en tout cas, en termes de joyeux, ce soir, on a dit qu'on faisait C'est vrai. light. On fait très Ce loin. soir, on est light, attention. Pas de sujet, on parle pas d'antisémitisme, on parle pas de juifs. Interdiction. en vacances. Israël, on n'a pas le droit d'utiliser le mot Israël. Israël. On va faire. Ah non, mais On va parler de je sais quoi? que c'est compliqué. Je m'en vais tout de suite. Israël, antisémitisme, juif, Alors. LFI, on n'a pas le droit de dire ce mot ce Non, soir. ça c'est pas possible. Pas les- On s'en va. Allez, ça y est. 4. Toi, tu fais mieux que... Les plats en partant. Ouais, comment ça va venu pour rien? Toi, tu fais mieux que ceux qui boycottent Israël. Raphaël a Tu boycottes- très peur. On peut pas boycotter des mots. Toi. Mais Tu fais non, pire que bien des ennemis. sûr Tu que boycottes non. le mot. Bien sûr que non, on va en parler, mais quand même, on est là aussi pour se détendre un peu quand même. D'accord. On va faire- C'est ça qu'on fait quand on se détend. nous. Hein Ouais, c'est ça. Ah ouais C'est ça que tu fais On parle des autres. Quand on veut bien se marrer, on parle des insoumis. Attends, ou de Olivier Faure, Ou d'Olivier Faure. ou de Ségolène Royal. Est-ce que vous verriez les conférences de rédaction de Franc-Tireur? C'est quoi C'est Olivier RN. Non, pas d'informations sur ce qui se dit Non. dans les confs de rédac de Franc-Tireur. C'est un secret. On ne parle jamais du RN ni de LFI. Non. Jamais. Jamais. Olivier Faure, vous êtes cruel parce que c'est Giroud qui a dit on ne tire pas sur une ambulance, mais là c'est C'est pas une ambulance. C'est pas une ambulance. Ah, t'es parti avec, C'est le caméléon de Romain Gary qui n'explose pas. Tu connais l'histoire du caméléon de Romain Gary? Je ne la connais pas. Le caméléon de Vas-y. Romain Gary, tu le poses sur du bleu, il devient bleu, tu le poses sur du vert, il devient vert, tu le poses sur un arc-en-ciel et il explose, tu vois. Bien, Olivier Faure, tu le mets sur un arc-en-ciel et il explose pas, il maintient toutes les couleurs. De l'arc-en-ciel à la fois. Il défend l'insoumis comme il défend le macronien, comme il défend... Oui, c'est- et il est... C'est la même pas sûr qu'il plasticité, ait c'est la... Il a ce talent-là. Je suis même pas sûr qu'il ait ce talent-là. Pour C'est moi. la plasticité C'est la politique voiture absolue. balai de la bêtise C'est un en héros. politique. C'est la médiocrité Caméléon, réduite la à Oh là là là. Un héros. Il y a 2 minutes, il disait faut faire light ce soir, Ouais. etc. Puis alors là, Ouais. Non, mais le problème d'Olivier Faure, Ah non, mais je suis navrée. On a dit pas Ah, LFI. mon navrée. Je vais lancer, Raphaël. Personne n'a une petite blague, un truc comme ça. Moi, je veux qu'on fasse des blagues ce soir. sur Olivier Faure, il doit y avoir des... T'as une blague sur Olivier Faure Une voiture vide s'arrête. arrête, personne ne descend. Devant le 10 rue Saint-Pédino, Olivier et c'est Olivier Faure Faure en sort. Voilà. Ah voilà, ça c'est bien. Pour mémoire, cette blague était une blague de Churchill sur Clément Attlee. Voilà. Quelle culture ce soir. D'ailleurs, on va tester votre culture ce soir. Ah bah très bien. Voilà. Est-ce que vous avez faim C'est bon ça, hein, c'est bon. Vous voulez, On voulez a vraiment pas de chance. Le soir on teste notre culture, on dîne avec Antoven. C'est pas de C'est pas de chance. fête. Vous voulez qu'on y aille Allez. On va dîner Allez, on y va. Le dîner commence. Oui, Merci d'être là on a rien à autour manger. de cette table. Merci à tous. Voilà, on a tous ici, je pense, un point commun. On a tous un peu le souci de la vérité. Tous ici ensemble. Et on va en discuter, mais j'aimerais quand même qu'on fasse une émission un peu légère. Et ce qui nous intéresse ici dans cette idée, c'est vraiment savoir ce que vous avez finalement au fond de vous. On vous écoute tous les jours à la télé. On entend vos commentaires de géopolitique, mais on a envie d'un peu de vous connaître un petit peu mieux. Et si ça vous va. Simone. Ce qu'on a au fond de nous, légèreté, ça va pas très bien ensemble. Surtout cette partie de la table. mais- Aucune légèreté, non, mais Simone. c'est très bien, c'est très bien. Non mais ça c'est le côté ashkénaze. Hein, mais C'est ça, voilà. c'est C'est pour ça que je me suis mariée avec un mais bien sûr. séfarade. Mais je sais. Laurent, comment ça va? Laurent Dassault, merci, vous faites l'honneur d'être à table avec nous ce soir. Ben, ça va bien, la vie est belle. On vend beaucoup d'avions. Le Figaro marche très bien. Tout va bien. Tout va bien. 200 ans, non? C'est ça? On va fêter les 200 ans 200 ouais, ans, bientôt. Ouais.
Mais c'est une histoire incroyable, parce qu'en fait, moi je connaissais Chaise Martin, mais d'amitié. Et mon père me dit, invite-le à déjeuner. Donc j'invite à déjeuner, Chaise Martin voit mon père, et lui dit, mais Monsieur Dassault, pourquoi vous m'avez invité? Et mon père répond, parce que je veux racheter le Figaro. Mais Chaise Martin lui dit, mais le Figaro n'est pas à vendre. Et puis on l'a acheté. Bravo. Voilà, Ça cartonne. les heureuses rencontres de la vie, en fait. Je tiens quand même tout de suite à faire un droit de réponse parce que tu m'as dit ce qui nous intéresse ici, c'est la vérité. Et moi, professionnellement, la chose qui m'intéresse le moins, c'est la vérité. Ouais. On distingue chez nous la vérité, qui nous est inaccessible, de la véracité, ce que l'on peut rapporter de la vérité. Non, la vérité, c'est triste, et c'est tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on peut en apercevoir, tout ce qui peut nous opposer à son sujet qui est intéressant. Voilà. Ça donne le ton de la soirée. Oui. On est d'accord? Oui. Amine, ça fait longtemps qu'on voulait faire le dîner. Ça va? Ouais, On s'est raté à Tel Aviv. Ouais, on s'est raté à Tel Aviv. Ouais. Amine, tu sais qu'il y a une histoire. Amine, je vais sauver la vie. Tu te rappelles de ça ou pas? Non, dis-moi. C'était à Tel Aviv. Je t'ai sauvé la vie à Tel Aviv, rappelle-toi. Ouais. Alarme, un missile dans un bus. Tu te rappelles pas, on était sur Tel Aviv. Quand je me retrouve sur le bord de l'autoroute, Et tu plonges allongé dans un au buisson. sol entre Ivan Rioufol Ouais. et Elisabeth Lévy. Ouais. Et Moi, je je me prie dis, pour que le missile s'abatte sur moi. et je me dis, si tu meurs à Tel Aviv, tué par un missile du Hamas entre Ivan Rioufol et Elisabeth Lévy, c'est quand même, niveau improbabilité, on sera très loin. Mais je m'en souviens très bien. Mais tu t'es fait mal et tu t'es, je crois, coupé. Je me suis ouvert, ouais, parce que... Et je suis arrivé et j'ai fait le bandage, en fait. Et j'ai poussé une voisine dans le bus, Anne-Elisabeth Moutet, donc l'alarme sonne, et le chauffeur dit « descendez très vite ». Et Anne-Elisabeth prend sa veste, son sac, cherche son téléphone, son chargeur, etc. Et donc on a dû la pousser pour sortir du bus rapidement. Ça va, t'es soigné, là, ça va? Ouais, ça va, tout va bien. Elle a été sauvée. Qui a vécu l'alarme en Israël? Qui l'a vécu ici? Qui ne l'a pas vécu, d'ailleurs? Voilà, moi, je l'ai pas vécu. Laurent, vous l'avez pas vécu? Cette fois-ci, non. En 2014, je l'ai vécu. Ouais. Ah si, je l'ai vécu. Moi, je suis né dedans. Si, si. Quoi, Michel? Toi, t'es né dedans. T'es dedans, toi? Non. C'est comme Astérix. Ou Obélix, c'est plutôt Obélix, ouais. Et toi? Parce que d'être l'inverse, je suis jamais allée en Israël. Ah ouais? Non, jamais. On ira ensemble. Oui. J'en rêve. Raphaël, On va t'inviter. Ah ouais, tu l'as pas? Raphaël, tu l'as vécu? Non, j'ai été en Israël pourtant, mais j'ai pas vécu d'alarme. Rien. Non, je suis passé entre les gouttes. C'était merveilleux, c'était génial. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, d'ailleurs. Voilà. J'en suis là. On y a été il n'y a pas si longtemps ensemble. Il n'y a pas si longtemps. Ah oui, c'est vrai, vous avez fait une On conférence. s'est croisés là-bas. Oui. Oui, mais c'était génial. On avait fait un séminaire l'idée était de s'adresser aux francophones israéliens pour leur dire qu'il fallait pas voter RN. Et donc, et chacun avait sa stratégie. Et moi, C'est ambitieux. Et moi, j'avais alors voilà. C'est une grande ambition. La stratégie était la suivante. Je leur ai parlé de LFI pendant 10 minutes. Ils étaient tout miel. Je les ai massés, tu sais, dans le sens de la colonne. Ils étaient tout miel, tout contents, etc., tout flattés, tout là. Je leur parle de LFI pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je leur dis, voter RN, ça n'est pas s'éloigner de LFI, c'est s'en rapprocher. Ah, bah, bien sûr. Ce sont des populismes concurrents. Et donc, sur l'euro, l'Europe, la médiacratie, la Syrie, Macron, les retraites, etc., c'est la même chose. Et donc, je leur dis, voilà, quand même. Et ben, j'ai été entendu. Remarquable. C'était remarquable. Remarqué et remarquable. Il fallait le faire. Ouais. Alors, l'injustice de la chose, c'est qu'il y a des amis de M. Mélenchon, même si on n'en parle pas, qui ont capté cette séquence, notamment Raphaël, et qui l'ont détournée à satiété. Et tout ce qu'on a dit les uns et les autres sur le RN n'a pas du tout été repris. Par contre, les obsédés des amis de Caron et compagnie, eux, ils ont continué à reposter. Après, ce qu'ils ont capté sur LFI, on l'a vraiment dit aussi. Hein, tout à fait. C'est pas non plus... voilà. Bon, on finit le tour de table, Zelda Citroën. C'est grâce à toi qu'on a fait ce dîner, parce qu'on a fait un petit verre ensemble Oui, c'est Zelda à Tel Aviv. qui m'a invité. Zelda Citroën. Je t'ai vu arriver en Renault. C'est normal, ça? C'est normal, ça? Comment ça va, Michel? Ça va très bien. Ouais, une première. T'es content d'être là? Oui, très content. Ouais. Je te suis, évidemment, sur tes interventions. Comment ça se passe? Ça va? On a dit C'est compliqué, là, je limite Ouais. vraiment les interventions Ouais. télé. J'en ai fait une hier, parce qu'elle était prévue de très longue date, mais sans pouvoir... voilà. Et du coup, c'est pour ça que je refusais les émissions. Mais là, comme c'est un cadre différent et en plus c'est diffusé un peu plus tard, ça permet de faire redescendre La pression. la pression, exactement. Nora est une chenille qui a réussi l'examen papillon.
Et donc c'est magnifique maintenant. Donc elle est tout en plein vol, partout. Dans l'espace. C'est pas facile de le porter. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile à porter, c'est très courageux, il n'y a rien à Il faut dire. quand même savoir qu'elle vient d'avoir 30 ans. Ouais, elle y va et tout, Vient d'avoir j'adore. Eh ben, Mazatlan. Oui, mais quand t'as 30 ans, t'as le même âge que tout le monde. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, bon. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Alors, Nora dit surtout que, effectivement, elle le répète souvent dans les interviews, c'est que finalement, on peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne pourrait pas dire qu'on ne savait pas. Okay. Mais est-ce que dans 10-15 ans, des gens nous diront mais non, la vague était trop grande et ils n'ont pas pu y aller. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas pu y aller, en fait, si on veut être un peu pessimiste. C'est pas facile d'y aller. Hein. On Ouais. sait un peu tous ici ce que ça coûte sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, les violences. Moi, je ne vais pas encourager tous les gens à affronter, à se battre aussi férocement. Après, il y a plein de manières de soutenir, en lisant, en recommandant. Là, moi, je l'ai vu récemment, on a vraiment la majorité silencieuse avec nous. Et ça me redonne beaucoup d'espoir. Mais les soutiens se font différemment, je pense. Même s'il faut dire qu'on a tous perdu des plumes dans cette histoire. Bien sûr, des plumes, des plumes proches, et des amis. Des amis, bien sûr. Des amis, oui. Oui. Des amis, oui, mais des plumes. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? On a perdu des plumes, on perd des espaces, on perd des lieux, on perd des journaux, on perd des endroits où avant on était accueillis, plébiscités, et où désormais on est non grata parce qu'on a l'opinion qui dissonne, etc. Donc, et de ce point de vue, chacun, et pour des deux camps, et pour des raisons différentes, mais chacun doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a tous un peu perdu des plumes. Oui, et cela étant dit, si on veut être un peu positive, Pas sûr. quand je compare Faut être positif. le début de la deuxième intifada, donc les tout débuts des années 2000, c'était bien pire. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de solitude, en termes il n'y avait pas une diversité d'opinions, c'était univoque, et donc en l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a des journaux qui accueillent, il y a des plateaux télé qui accueillent, il y a des francs-tireurs. Voilà, il y a un espace aujourd'hui qui n'existait pas au début des années 2000. La déflagration de la question, notamment du 7 octobre, a été beaucoup plus importante sur la société française que l'époque de la première intifada. Je crois qu'on n'a pas vécu, nous ne l'avons pas vécu, mais le seul moment de polarisation aussi intense, évidemment, ça nous fait tous penser à l'affaire Dreyfus. Des camps qui se fichent, des partis qui se brisent, des journaux qui s'explosent complètement, d'autres qui se créent. La vie française n'avait pas vécu cette révolution-là depuis l'affaire Dreyfus. Alors on a perdu des plumes, mais les amitiés qu'on s'est créées, les amitiés qu'on s'est créées sont magnifiques. Oui. Magnifiques. C'est ça. On a perdu et on a retrouvé des amis. Laurent, vous voulez dire un mot? Oui, c'est pas du tout faux. L'affaire Dreyfus, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on en est sorti et ça ne reviendra pas, et heureusement d'ailleurs, parce que on l'a pas mérité, donc on en a souffert. Mais aujourd'hui, la réunification à la fois des esprits et des religions, elle s'est faite. Hein. Enfin, je pense. Je me trompe peut-être, mais je le ressens comme ça. Mais alors, Simone, je dirais que sur ce que tu viens de dire, il y a, ne serait-ce que pour faire ce dîner-là, j'ai eu quand même 10% de gens qui me refusent de faire ce dîner, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Pourquoi? Par peur, par l'effet d'être boycotté plus tard, etc. Donc il y a même... Par peur de quoi? Par peur de savoir qu'on est sur une chaîne israélienne. Ah non, j'ai pas dit israélienne. Ah pardon, j'ai dit israélienne. Mais Tel Aviv, je peux dire Tel Aviv? Non. Bon, enfin, une chaîne dans la région je peux dire le Moyen-Orient. Une chaîne dans le Moyen-Orient, on n'a pas le droit. Les chaînes du Moyen-Orient, il y en a qui disent pas non. Donc, en fait, c'est juste ça. Le fait de venir sur une chaîne israélienne nous cause des problèmes. Et donc, on a beaucoup de refus chez les juifs comme chez les non-juifs. Donc, on peut dire que vous êtes les courageux de ce soir, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. On est bien reçus en termes de courage. Bien reçu, ça va, il y a des actes de bravoure. Oui, je suis d'accord. Amine. Il y a les plus gros combats. je suis venu pour le repas. Non, et je pense que, par contre, Simone, pardon, je t'ai coupé. Non, en l'occurrence, par contre, ce qui change par rapport au début des années 2000, on a déjà vécu ça, ceux qui sont plus vieux, on l'a déjà vécu, c'est le parti, qui est un parti politique qui aujourd'hui a décidé de faire de la question
du sionisme, de l'antisionisme d'Israël. Une passionnata, comme dirait. Une passionnata, comme dirait monsieur à ma gauche. La colonne vertébrale, ça, en l'occurrence, c'est, je pense, ce qui change tout aujourd'hui en France. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a la question des réseaux sociaux? Moi, je suis un peu... j'ai pas connu cette première, cette seconde intifada, je me rends pas compte. Tu vois, ça me rassure quand tu dis que c'était pas à ce point-là, que vous vous sentiez beaucoup plus seul. Et est-ce que les réseaux sociaux jouent pas, justement, aujourd'hui, c'est des vecteurs tellement surpuissants, des mégaphones tellement surpuissants? Moi, j'ai l'impression qu'ils amplifient cette solitude. Il y a une autre différence aussi, c'est que l'antisémitisme des années 30 était un antisémitisme qui avait pignon sur rue, qui n'était pas une opinion délictuelle, enfin délictueuse, et donc qu'on pouvait tranquillement brandir, etc. L'antisémitisme de la France insoumise se fait jour à un moment où l'antisémitisme, où l'expression de l'antisémitisme est un délit. Et donc il doit apprendre tous les codes de la planque, du double langage, de la dissimulation, et il peut surtout se déployer tout en se vivant lui-même comme un humanisme et comme un bon sentiment. Et c'est ce qui rend cet adversaire absolument redoutable, c'est que c'est un antisémitisme qui, pour une partie de lui-même, s'ignore, ne se connaît pas lui-même. Cela étant dit, ça a toujours été le cas avec l'antisémitisme. C'est toujours le sentiment de sauver le monde. Les gens qui disaient sale juif, si tu veux, dans les années 30, savaient qu'ils n'aimaient pas les juifs. Aujourd'hui, tu as des tas de gens qui te disent « je ne suis pas antisémite ». Thomas Porte est convaincu de ne pas être antisémite. Je ne crois pas qu'il puisse l'ignorer, en tout cas ceux dont vous parlez, mais il ne le revendique pas pour des raisons que tu indiques. Patrick, alors vas-y, on me dit... Patrick, juste 10 secondes, je voudrais quand même, parce que vous êtes servi, et on me dit, qu'est-ce que c'est? Un œuf. Oui, un œuf. Un œuf avec sa coque de falafel. Wow. Un œuf parfait avec sa coque de falafel. C'est beau. Magnifique. Sur un velouté de patates douces. Voilà, me dire. Très beau. Très bien. Michel, dis-moi. Pour moi, il y a deux choses où je diffère de ce qui a été dit. La première, c'est que pour moi, le vrai tournant, c'est 82. C'est pas 2000, c'est pas le 7 octobre. 7 octobre, bien sûr, ça s'est accentué comme jamais ça avait été accentué, mais le vrai tournant, c'est 82 à Sabra et Shatila. C'est là où ce qu'on a appelé autrefois le pogrom médiatique a commencé. L'appellation pogrom médiatique, elle date de 82 et de Sabra et Shatila. Donc c'est vraiment le tournant. Et moi, je pense que contrairement à l'antisémitisme qui avait lieu dans les années 30 en France, là, on fait face à un antisémitisme qui est inscrit dans les textes islamiques. Et donc, c'est complètement différent. Parce que quand les textes islamiques disent de prendre Mahomet la vie de Mahomet comme exemple, et donc de suivre la vie de Mahomet comme modèle, etc., pour chaque homme, c'est le meilleur modèle, c'est ce que disent les textes, et qu'en parallèle, on nous apprend que dans le hadith, que Mahomet est rentré à Médine, et a exterminé les chrétiens et les juifs, et a soumis les autres et a expulsé les autres, c'est le modèle à suivre. Et donc ceux qui suivent à la lettre les textes, qui sont à la fois religieux et politiques, puisque l'islam ne se dit pas une religion seule comme le christianisme et le judaïsme. L'islam se dit din wa dawla wa dunya, c'est-à-dire religion, État et société. C'est un tout. Et donc ce tout nous le dit en fait que, il faut suivre le prophète de l'islam Mahomet, et le prophète de l'islam Mahomet a tué les juifs parce que juifs, a tué les chrétiens parce que chrétiens. Donc ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme de Charles Maurras ou autres qu'on a appris dans les cours d'histoire en France. C'est un antisémitisme qui date de 1400 ans, et c'est un antichristianisme aussi qui date de 1400 ans. Ça n'a aucun comparatif, même si on a envie de faire des comparatifs en France, parce que c'est un phénomène nouveau en France. Vu d'Orient, c'est une autre histoire. Vu d'Orient, on voit la chose qui date de 1400 ans. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas d'ailleurs vu d'Israël ou d'ici. On ressent de temps en temps, nous, quand on vient d'Israël, un petit décalage sur la perception de ce qui se passe ici. Qui voyage beaucoup là-dessus? Vous confirmez cette idée que même les juifs français d'ici n'ont pas la même perception que les juifs francophones en Israël? Bien sûr. Sur le conflit, sur ce qui se passe là-bas? J'ai le sentiment, je ne sais pas ce qu'en pense Simone, que même les juifs français parfois sont entre guillemets contaminés par la vision de la France des juifs francophones, c'est-à-dire d'Israël. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils perçoivent leur propre pays, leur propre quotidien, par le prisme de ce que ceux qui ont fait l'Alia et qui s'abreuvent aux médias francophones israéliens envoient. Et donc ça crée forcément un décalage. Moi je pense
Il n'y a pas beaucoup de médias francophones non plus. Hein. Non, mais... ils ne sont pas inondés de ça. Non, ce ne sont pas tous d'excellence, contrairement à ce que tu fais toi. mais c'est aussi une réalité, il faut le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que y a un sentiment de décalage, et je crois que la situation des Juifs en France, elle est à la fois grave parce qu'on atteint un niveau historique d'antisémitisme, en tout cas dans ce siècle et presque par rapport au précédent depuis un bout de temps en tout cas, mais la situation n'est pas dramatique parce qu'il y a des francs-tireurs, parce qu'il y a des Nora Mussini, parce qu'il y a tout ce qui se passe ici, parce que sur cette question-là, des alliances politiques se sont défaites aussi. Enfin, on pense qu'on veut de la gauche, mais ils sont médiocres, ils sont minables, mais ils ont dû quand même exploser le NFP et la NUPES sur la question d'antisémitisme. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des forces en mouvement et que la France, contrairement à certaines formations politiques dont nous parlons souvent, la France n'est vraiment pas un pays antisémite. Et je pense que les Français juifs ont peut-être tendance à l'oublier. Je suis assez sensible à ce que dit Laurent là-dessus. Parce que l'actualité pourrait nous faire douter. Mais il y a quand même un pays, une histoire qui dit... et une réalité qui dit tout l'inverse. Dans ce que dit Patrick, ce qui est intéressant, c'est que pour le livre, je suis allée à Bruxelles, justement, en Belgique, et eux ont vraiment l'impression que la France reste un endroit sûr, parce qu'en fait, ils se référaient notamment à la marche contre l'antisémitisme, là où eux, ils étaient beaucoup, beaucoup moins nombreux que nous. Mais la Belgique est dans un état... Il ne reste jamais la même chose à la Belgique. Le contrepoint est saisissant. C'est ça, ils nous le disent en disant, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte quand même pareil aussi au niveau de la pluralité des médias, ils disent, nous, on n'a pas de Raphaël Antoine, de Caroline Fourès, de Simone. Non mais attends, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Quand je vais à Besançon, la maire de Besançon veut m'empêcher d'y aller, et puis finalement elle rétropédale parce qu'il y a une levée de bouclier générale, et donc je vais à Besançon protégé par la police. En revanche, quand je vais à Bruxelles pour aller à la librairie Filigrane, il y a 2 manifestants ou quelques manifestants devant la librairie. Le libraire téléphone à son assureur qui lui dit « on ne te couvre pas ». Et voilà. Il annule le truc et puis plus personne n'en parle. Voilà. La Belgique, c'est pas la France. Ah, non, la Belgique est poreuse à l'islamisme. La Belgique est dans un état... Poreuse et peureuse. Peureuse. Alors, il y a des gens courageux. D'un point de vue politique. Il y a des gens courageux en Belgique. Il y a des gens admirables. Nadia Gers, Joël Kotek. Il y a vraiment des gens qui sont courageux, etc. Mais pas assez. Rubinfeld. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils sont désespérés. Et ils sont désespérés. Mais le problème, c'est que... Et les socialistes belges feraient passer Olivier Faure pour un républicain. Ah oui, pour Clémenceau. Pour Churchill, si tu veux. En disant, Rima Hassan, elle louait les socialistes belges en disant aux socialistes français, vous devriez un peu plus vous inspirer du modèle. Mais je pense que le sujet, c'est que depuis le 7 octobre notamment, en réalité c'est en marche depuis très longtemps, mais on voit la globalisation, en réalité, ce qu'on est en train de vivre. La France a été plutôt en avance, avec notamment la question de l'islamisme, la question de l'antisémitisme venant de l'extrême gauche. Et on voit que tout ça, c'est en train de se passer un peu partout. C'était en Angleterre avec Jeremy Corbyn aussi avant, mais on voit bien évidemment la Belgique, on voit l'Italie, on voit l'Espagne, on voit les États-Unis. Je veux dire... je reconnais plus, je connais très très bien les États-Unis, je reconnais plus les États-Unis, à la fois avec un antisémitisme islamiste, avec un antisémitisme au sein du parti démocrate, et maintenant au mouvement MAGA, avec un antisémitisme extrêmement virulent. Le secte de MAGA, pas le seul, mais c'est le seul. Mais, et par ailleurs, c'est pas pour nous un bon enseignement, parce que ceux qui croient que quand la droite populiste ou l'extrême droite sera au pouvoir, quand on va échapper à cela, je pense qu'ils se trompent. C'est l'histoire qui est arrivée à Éric Tegner en France, qui a dit, quand on l'a accusé d'antisémitisme parce qu'il avait comparé Yael Braun-Pivet à la finance et à la patridie, il avait parlé de l'argent roi et de l'homme nomade. Il avait dit « je ne peux pas être antisémite, j'ai toujours soutenu Israël ». Et cet argument n'est pas du tout recevable. Tu peux parfaitement être antisémite et avoir de la sympathie pour un État qui fait la guerre aux Arabes. Donc c'était pas du tout incompatible. Ce n'est pas le cas de Mamdani, le maire de New York. Ah, Mamdani. Oui, d'accord. Mamdani. C'est un... Ouais. Laurent? Je ne connais pas. Vous ne le connaissez pas, perso?
Moi, je le connais très bien. Tu connais, toi? Je pense que non, je le connais pas personnellement, mais je pense que j'étais la première. Je pense que j'étais la première en France à en avoir parlé au mois de mai, c'est-à-dire même avant qu'il gagne les primaires aux États-Unis. Et au-delà du cas Mamdani, ça veut malheureusement dire beaucoup de choses, à la fois du mouvement islamiste, parce qu'il ne faut pas oublier que Mamdani a été financé par des frères musulmans, par Caire notamment, et d'autres, comme aucun autre homme politique n'a jamais été financé. Et ce qu'il se passe au sein du parti démocrate, où il y a une bataille qui est en train d'avoir lieu, justement sur la question d'Israël, des Juifs et du sionisme. Et Simone nous a dit, enfin, elle a fait partie des premières à nous alerter sur le sujet, et surtout, elle avait dit quelque chose, je me rappelle très bien à l'époque, c'est qu'elle nous disait le poids de la génération Z, la Gen Z, qui, nous, en France, va être primo-votante, donc née après 1995, et qui va être primo-votante pour nous, en France, au municipal, en 2026 et en 2027 au présidentiel. Et quand on voit qu'on l'appelle Mamdani le maire TikTok, justement, la force de frappe qu'il a via les réseaux sociaux de cette Gen Z, c'est un vrai enseignement pour nous, pour les municipales à venir. Mamdani, c'est un énorme sujet. Moi, j'ai bien connu, quand j'étais à l'Hôtel de Ville, les deux prédécesseurs de Mamdani. Il faut savoir que New York, c'est quand même la première ville juive du monde. La première fois que le prédécesseur de Mamdani vient à Paris, dans le bureau de la maire de Paris, de Anne Hidalgo, on fait un pari pour savoir s'il vient avec son conseiller, qui avait une kippa, et c'était Bill de Blasio, et on fait un pari pour savoir s'il y a plus de restos cachers à Paris ou à New York. J'ai gagné le pari, il y en a plus à Paris. Mais c'est pour vous donner une idée de l'ambiance. Je ne parle même pas de Mike Bloomberg, évidemment. Et c'est une terrible tragédie. Pourquoi? Parce que Mamdani n'est pas ce qu'il est par hasard. Il a fait campagne là-dessus. Totalement. Et je remercie Simone qui nous alertait régulièrement sur ce sujet. Mamdani a fait campagne. Il ne s'est pas laissé prendre par des tweets qu'il aurait cherché à effacer par des discours de jeunesse quand il était étudiant. Droit devant. Ses propos sur le Hamas, ses propos sur l'armée israélienne, sur Israël, etc., il les assume comme candidat à la mairie de New York. Et donc là-dessus, il y a une rupture fondamentale. Eleven Paris vous présente le dîner. Eleven Paris, maintenant en Israël. Ce programme vous est présenté par la boutique à Turki Netanya. L'excellence du vin et de l'alcool. Ce dîner vous est présenté par Zabilo, l'expert de l'électroménager en ligne en Israël au meilleur prix. Bon, alors, on va essayer d'avancer un peu sur les sujets, mais en fait, il y a l'histoire de Georges Clooney qui m'a amusé beaucoup aussi, qui a gaffé, tu sais. Qui a entendu cette gaffe? Il a dit qu'il avait rencontré sa femme chez les frères musulmans? Non, c'est sa femme. Sa femme a écrit la Constitution, mais très tranquillement. Il avait dit ça dans l'émission de Drew Barrymore en disant oui, c'était tellement mignon quand j'ai rencontré ma femme, etc. J'ai essayé de l'impressionner, etc. Il ne s'est même pas posé la question. Et elle, en même temps, pendant que j'étais en train de l'impressionner, elle était au Caire en train avec les frères musulmans en train d'écrire la Constitution égyptienne. Et le mec fait une gaffe. Alors, et personne. Quel est le problème? C'est pas une gaffe. Tout va bien. C'est ça, c'est Drew Barrymore. Clooney qui nous raconte comment il a emballé sa femme et au milieu de ça se balade. Elle était en train de rédiger une constitution. Il y a le Mollah Omar qui débarque. Avec les frères musulmans. C'était tellement sympa. Qui offre les roses. Et d'ailleurs, nous on sait que Amal Clooney a joué un rôle très important dans l'émission des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou et Galante par la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que le procureur de la Cour pénale a demandé un panel ad hoc pour appuyer sa décision. Mais c'est normal, Amal Clooney, elle est jumlatiste. Non mais je fais pas de commentaires. Je dis qu'elle faisait partie. Elle est jumblatiste. Elle faisait partie des 3 personnes. Walid Jumblat. Oui, il faut l'expliquer aux gens qui nous regardent. Qui ont donné une opinion sur laquelle le procureur de la Cour pénale s'est appuyé pour émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante. Et donc elle est vraiment, ça démontre quand même une implication, parce qu'il fallait quand même le faire après le 7 octobre, d'émettre des mandats concurrents, quoi qu'on pense de M. Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense, des mandats contre les responsables du Hamas et contre les responsables du gouvernement israélien pour crimes contre l'humanité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et autant je suis en désaccord avec ce que Trump fait contre la Cour pénale internationale, mais cette hérésie de dire il y a bien eu un
crime contre l'humanité le 7 octobre en Israël, et ceux qui y ont répondu sont également coupables de crimes contre l'humanité. Et c'était le travail notamment de Madame Amal Clooney. Oui, mais on ne peut pas comprendre ça sans savoir que sa famille, c'est une des plus grandes familles autour de Walid Jumblat et de son père Kamal Jumblat, etc. Donc c'est ce jumblatisme-là qui a toujours été en fait anti-israélien. Les Israéliens ont toujours essayé de draguer, entre guillemets, Walid Jumblat, et Walid Jumblat a systématiquement travaillé en faveur des sunnites. Ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire du Liban. C'est pas quelque chose de nouveau. Et elle obéit. Quand elle s'est mariée avec Clooney, ils sont partis au Liban. La première chose qu'elle a fait, c'est aller dans la ville de Jumblat et aller se prosterner devant Jumblat, devant tous les médias libanais. Donc il faut voir un peu le background. Le chef des Druzes, hein. Le chef d'un des partis druzes. Un des partis druzes au Liban. Tous les Druzes ne sont pas jumblatistes. Ouais. On fait une aparté, mais il y a une histoire qui va... Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais je voulais que tu racontes cette histoire, une anecdote folle avec ton père. Arafat, écoutez bien, tu vas nous la raconter, mais j'adore. Arafat a tiré sur son père. Raconte-nous cette histoire folle. Le revolver, la mitraillette. Ouais. En fait, mon père, il a combattu durant la guerre du Liban. Il était dans la résistance chrétienne libanaise qui était alliée avec Israël. Et en 82, quand Israël et les forces libanaises ont vaincu Yasser Arafat et l'OLP, il avait été décidé que Yasser Arafat et ses hommes aillent dans les frégates françaises pour partir en Tunisie. Et Bachir Gemayel, qui était le président, enfin qui n'était pas encore président, mais qui voulait être président, a dit qu'il ne voulait pas aller à cette réunion pour coordonner le départ d'Arafat. Il a dit à mon père d'y aller à sa place. Donc mon père y allait avec des gens, et de l'autre côté, il y avait Arafat avec ses gens. Et la tradition au Liban, je ne sais pas si c'est pareil en Israël ou ailleurs, mais enfin, en tout cas, la tradition au Liban, c'est qu'on désarme l'ennemi, mais pas le chef par respect. Et donc, tous les fédayines étaient désarmés, sauf Arafat lui-même. Et en fait, Bachir avait demandé à mon père de prendre la liste de tous les fédayines qui allaient monter à bord des frégates françaises. Et alors Arafat a donné la liste de ces fédayines, et parmi la liste des fédayines, d'ailleurs il y a une information importante, c'est qu'il y avait tous les pseudo-journalistes palestiniens de l'agence Wafa, dont le père de Rami Abou Jamous, qui passe sur toutes les chaînes de télévision françaises comme étant un journaliste indépendant dans la bande de Gaza. Son père était le fondateur de l'agence Wafa. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Et avait été classé. C'est invraisemblable. Et avait été classé par Yasser Arafat comme fédayine montant sur les frégates françaises. Et donc, si Rami Abou Jamous parle français, c'est tout simplement parce que son père est parti en Tunisie et donc il a appris le français non pas à Gaza, mais en Tunisie. C'est une première chose. Et à la fin de la réunion... J'adore cette histoire. Attends. Extraordinaire. À la fin de la réunion, Arafat a pris son revolver et a tiré dans la jambe, dans la cheville de mon père. Et la balle, mon père l'a toujours, parce qu'en fait, s'il fait l'opération, pendant l'opération, la balle peut bouger, et si elle bouge, il pourrait ne plus marcher. Alors il la garde. C'était pas un homme de paix. Je sais pas, selon le récit officiel, c'est un brave homme, Monsieur Arafat. Justement, moi, j'ai jamais entendu mon père insulter qui que ce soit, sauf une seule fois, quand Arafat a reçu le prix Nobel de la paix. Alors là, je comprends. La seule fois de ma vie où il a regardé sa fille, il a regardé son pied. Il a dit. Non mais il a plein de balles dans le corps aussi, mon père, dans le dos et tout, il sonne tout le temps. Mais celle d'Arafat, il l'a dans la cheville. C'est belle cette histoire, Raphaël, non? Incroyable. Hein? Incroyable. C'est dingue. C'est une histoire incroyable. Vous aussi, Laurent, vous devez en avoir quelques histoires quand même. Avec des balles, non. Non, pas avec les balles, mais avec les avions. Et Israël. Oui, bien sûr. Vous avez quand même un peu, la famille Dassault a aidé quand même un peu Israël, quand même, on ne peut pas l'oublier, ça. C'est Israël a gagné la guerre avec nos avions. Hein. C'était la guerre des 6 jours. Oui, la guerre des 6 jours. Hein. Ouais. Ils étaient magnifiquement armés et ils avaient des très grands pilotes, donc tout était réuni pour qu'ils gagnent. On n'aurait pas gagné la guerre sans vous? Non, mais c'est très prétentieux de le dire comme ça. Mais ils ont gagné la guerre parce que ce sont de grands pilotes aussi. Hein. Oui, c'est vrai, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le hasard qui a fait qu'on a deux familles françaises, juives, incroyables. La famille Citroën et la famille Dassault côte à côte. Je me suis fait la remarque, en effet. Tu sais que beaucoup ne savaient pas que la famille Citroën était juive. C'est de notoriété publique. Pas comme ça. Même origine que les Enthoven. D'une certaine manière, pour deux raisons recevables. D'abord parce que Citroën et Enthoven, c'est la même origine, mais surtout parce que les Enthoven
ont été concessionnaires Citroën pendant des décennies. Mon aïeul, mon arrière-grand-père avait monté une concession Citroën à Mascara, à la frontière marocaine. Et quand ils sont rentrés en France en 62, mon grand-père a monté une concession Citroën à Bois-Colombes. C'est une belle histoire. Tu savais ça? À Bois-Colombes. On s'en était parlé. Et donc, les Antoven, et c'était très important pour lui. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de l'arrivée de la BX avec son toit ouvrant. Il n'en pouvait plus. Il était tellement heureux. Il n'en pouvait plus. Il m'emmenait dans la voiture juste pour son... Au bout d'un moment, j'en avais marre, mais j'y allais pour lui faire plaisir. On allait dans sa voiture et il me montrait le toit ouvrant. Ça le faisait rire. Ça le faisait rire. Et voilà, c'était le... Laurent? Le toit ouvrant électrique. Le toit ouvrant électrique. Oui, c'était une révolution. Incroyable, incroyable. Sur la BX et le toit ouvrant électrique, ça a changé les week-ends à la campagne, puisqu'il avait cette voiture-là, c'était fantastique. Voilà. Ouais, c'est une belle histoire. Donc les Citroën, c'était très important. À un moment donné, une rivalité fratricide fondamentale entre Renault et André Citroën. Et un des motifs de cette opposition, qui était moins forte avec les Peugeot, je crois, mais Renault Citroën, cette histoire est très connue. Alors attends, ils étaient en compétition, mais ils étaient, ils étaient pas, il n'y avait rien de fratricide, ils n'étaient pas frères, ils étaient presque. Mais les Renault étaient d'une autre tenant politique. Non, mais je crois que surtout, il y avait des motifs, c'était pas spécialement antisémite, mais effectivement, André Citroën était juif. Et par ailleurs, il était très avant-gardiste. Et il donnait des avantages à ses ouvriers. Et ça, le reste de l'industrie le prenait extrêmement mal. Il a créé les crèches pour ses ouvriers. C'était un patron incroyable, visionnaire. Et je crois que c'était aussi ça qui lui était vivement... T'es pas un peu relié, toi, familièrement? T'as pas un peu de la famille de Citroën? Avec Zelda, si, on s'est cousinés récemment. Ah oui, ça? Récemment. Ah oui. Oui. Par alliance. Par alliance. J'ai épousé la cousine de Zelda. C'est les Ashkénazes, on est tellement peu que... mais pour rester dans le thème, j'étais très amoureux de celle qui est ma femme, mais après la dissolution de juin 24, j'étais désespéré. Et je dis, il faut faire des choses qui nous rendent heureux. Donc j'ai demandé à ma femme en mariage qui ne comprenait pas ce que je racontais. Il faut se marier vite. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on sera. Donc il faut se marier. Et je l'ai demandé en mariage, je lui ai imposé un mariage, après une manif pour les otages qu'on faisait le vendredi à la place du Trocadéro à Paris. Et elle ne comprenait vraiment pas ce que je lui ai dit. C'était au mois de juin, donc après la dissolution. Donc c'est récent. Oui, et on s'est mariés au mois de septembre. On peut dire Mazel Tov. Merci. Voilà, donc c'est à cause de Zelda. C'est fou, et tu t'es marié, donc tu t'es marié en te disant, voilà, c'est la seule chose stable, il faut magnifier ce qu'on a. Exactement. Je me disais, le monde autour de nous se dérobe, je ne le comprends plus. Il faut construire quelque chose. Et il faut, voilà, on ne sait pas où, quoi, comment, mais on sait avec qui. En tout cas, à l'heure où on parle là, il ne reste plus qu'un otage décédé, un seul. J'espère très vite que l'émission sera peut-être diffusée et que la dépouille sera rendue. En tout cas, il en reste un. Merci déjà pour ce que tu as fait, toi, pour le combat pour les otages. Je voulais te remercier vraiment en direct et pour les familles. Tu as vraiment défendu... Je crois qu'on est quelques-uns autour de la table. Mais effectivement, merci. Tous. Mais bon, il n'en reste plus qu'un. Du coup, en Israël, on sent qu'on est en train de se libérer un petit peu. On a peur juste du retour de la guerre, etc., du Liban, etc., et de l'Iran. On a juste peur de ça. Mais on sentait une détente. Je pense que vous l'avez ressenti tous quand vous êtes allés en Israël. Tu y es allé récemment, Zelda? Moi, j'y vais beaucoup, comme tu sais. J'ai jamais... Alors, à part les mois qui ont vraiment suivi le 7 octobre, où c'était la sidération et les pleurs, et en même temps où j'ai trouvé que c'était le seul moment en Israël, c'est le seul moment où j'ai connu Israël dans la fraternité totale, avec aucune agressivité, avec vraiment... C'était normal de se mettre à pleurer dans la rue, les gens nous faisaient un câlin, enfin un truc comme ça. Sinon, ensuite, assez rapidement, j'ai trouvé que la vie reprenait et que... je trouve pas là particulièrement ces derniers mois. Je trouve que ça fait déjà une bonne année que ça se... Il y a eu une petite accélération là, depuis les otages libres, les otages vivants libérés. On a senti une envie de respirer un peu. Mais tu trouves pas, puisque en l'occurrence on a un Israélien là, mais tu trouves pas que il y a quand même une partie de la société, premièrement que les divisions reviennent quand même très fortement, malheureusement, et que aussi je trouve qu'une partie de la société
à la fois c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on a aussi, je pense, beaucoup au Liban, c'est-à-dire des gens qui vivent la vie à fond, qui veulent faire la fête. On va à Tel Aviv, je pense à Paris, jamais on peut avoir ça. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y a des gens on voit dans leurs yeux qui sont traumatisés. Encore des suicides récemment de soldats et d'autres. Évidemment. J'ai vu des drogués que je n'avais jamais vus avant. Exactement. Ouais. Amine, toi, tu as été en Israël très régulièrement et récemment encore. Comment tu as ressenti là aujourd'hui la société israélienne? Comment tu l'as perçue? Moi, j'y étais fin octobre 2023. Très précisément 20 jours après. Et je me souviens d'ailleurs, je pense que c'est une image qui me marquera à vie. On est à Sderot, en face du commissariat qui a été pulvérisé. Et il y a une odeur, mais je n'ai jamais senti une odeur pareille. Parce qu'en fait, le vendredi soir, le 6 octobre, les gens ont descendu leurs poubelles, ont laissé leurs poubelles là. Et le 7, personne n'est passé les relever. Et ça faisait 20 jours qu'il y avait ces poubelles qui étaient posées là, devant des immeubles, et avec des animaux domestiques, parce que les habitants étaient relogés dans des hôtels à Tel Aviv, et avaient dû, pour beaucoup, abandonner leurs chiens, leurs chats, etc. Et donc je garde en tête cette image, mais apocalyptique, avec une odeur insoutenable, d'animaux, mais je n'ai jamais vu d'animaux avec un regard pareil, enfin, mais vraiment des animaux avec un regard mais épouvantable. Et c'était, enfin moi c'est vraiment quelque chose. 2 ans plus tard. Et 2 ans, et puis Tel Aviv vide. Enfin c'est-à-dire que fin octobre, moi je vais beaucoup, enfin à chaque fois que j'y vais, je vais à Dizengoff boire des coups avec des copains. Et là c'est vide, il y a rien. Les rues sont vides. Il y a même sur les gens qui font du sport d'habitude, ils sortent même pas faire de sport. Enfin l'ambiance est épouvantable. Et 2 ans après, je trouve quand même que c'est revenu. Et en même temps, le dernier voyage, là, j'y étais il y a 3 semaines. C'est pas plein non plus. Hein. Non, c'est pas plein non plus, mais il y a. T'as senti quelque chose de positif? Ça a laissé des traces. Par exemple, nous, on a rencontré des psys qui nous ont expliqué qu'ils traitaient des maladies qu'ils n'avaient jamais traitées avant. On a rencontré des addictologues qui nous expliquent qu'ils ont vu émerger des substances. Qui fument, le nombre de jeunes qui fument. Oui, mais c'est même pas le joint. Oui, mais là, je te jure. C'est même pas le joint. Nous, ils nous parlaient vraiment de trucs genre du crack, des trucs comme ça, en nous disant ça n'existait pas avant. Donc et par ailleurs, il y a beaucoup d'Israéliens visiblement qui sont partis en Indonésie, dans les pays de l'Asie du Sud-Est, parce qu'on a rencontré une association qui nous a expliqué qu'elle avait ouvert une antenne en Indonésie parce qu'il y a un certain nombre d'Israéliens qui sont partis se changer les idées. Donc comment est-ce que, quelles seront sur le long terme les conséquences de ce qui s'est passé? À mon avis, on ne le mesure pas tout à fait encore. C'est sûr. Nora, tu as très envie d'y aller, j'imagine. Ouais, vraiment, j'ai très envie d'y aller. J'ai beaucoup visiblement de lecteurs en Israël. On essaie de voir. On s'est tous filé le bouquin, ton bouquin, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, en plus, il n'y était pas là-bas et du coup, donc les gens, ils viennent en France. Il l'achète pas, il se le file. Ouais, Attends, on a suivi la sortie de route. On était au moins 5. Mais c'est marrant parce que donc c'était quelques semaines avant, c'était Arthur. Ensuite, c'est toi. Moi, j'ai beaucoup, donc je peux voir ce que les Juifs lisent. Tu vois, ça me fait vraiment plaisir. On a suivi le conseil d'Arthur. D'ailleurs, tu es dans le bouquin d'Arthur. On a suivi le conseil d'Arthur. Passez-le-vous. Oui, achetez-le, pas passez-le-vous. Achetez-le. Non, passez-le-vous. Le succès du livre d'Arthur qu'on apprécie beaucoup avec Simone, c'est ce qui redonne espoir aussi, parce que c'est en ça qu'il y a aussi cette majorité silencieuse. Enfin, en France, il est dans les meilleures ventes en France, tout confondu. Alors qu'aujourd'hui, dans l'édition, tout s'effondre. En moyenne, c'est 600 exemplaires vendus par auteur. T'imagines? Et lui, c'est vraiment l'édition. Toi, Nora, tu t'attendais pas? Ségolène Royal, elle a vendu 200. Je ne sais pas à ce point-là, moi non plus. Alors attends, il y a une question. Moins de 200, moins de 200, ouais, mais Ségolène Royal. Je posais une question. Est-ce que tu t'attendais à ton succès? Non, pas à ce point-là. Parce que quand même, c'est énorme ce que tu as fait là. Non, je ne pensais pas qu'il y avait marché autant. Écoute, on a eu les chiffres pour en un peu moins de 2 mois, 25 000. C'est énorme. Ouais, c'est aujourd'hui, mais c'est ça qui est dingue. Et Omar Souleyman en a vendu 65 000.
Et c'est là que, pardon, je t'ai coupé la parole, c'est là que la stratégie d'LFI est d'une débilité On parlerait pas abyssale. d'LFI. Si. C'est-à-dire que c'est l'effet Streisand, mais dans toute sa splendeur. Après, moi, c'est pas Le très- livre n'est pas sorti, ils annoncent vouloir le faire censurer, et il en vend 65 000 parce que par réflexe, les gens se disent, si LFI demande la censure, c'est qu'il doit y avoir des trucs Ce qui est intéressants intéressant, dedans, c'est qu'LFI donc on va l'acheter. n'a pas appelé à censurer ce livre, il a appelé à vouloir le consulter avant. Oui, c'est ça, mais dans l'opinion publique, c'est passé Oui, pour c'est une volonté passé de pour une censure. volonté de censure. Et ce qui n'était pas malin, mais ils ont fait la même chose avec La Meute, où là, La Meute 2, donc La Meute, c'est le livre sur une grande enquête sur la France insoumise, qui pour moi, vraiment, je pense qu'il faut la lire. Et même là, dans le cadre de procédures judiciaires dans lesquelles on se retrouve, c'est très instructif de lire La Meute, c'est un bouquin que je recommande. Et là, ils préparent La Meute 2. Et donc en fait, on a tous les élus LFI qui n'ont pas réfléchi, ils ont tous publié publiquement Les messages, la oui. réponse. Et en fait, les gens, on a qu'à toute cette chose, c'est les C'est la précommandes. promo, quoi. En fait, c'est une promo. Non, c'est ça. Ils C'est vraiment- des attachés de presse Ouais, c'est de leurs propres adversaires. C'est ça. Mais Exactement. après, Fascinant. mais encore une fois, c'est que vraiment, on manque comme principe d'explication la sottise. La sottise profonde, crasse. On est en présence d'un mouvement délibérément stupide. Et volontairement stupide, résolument Un culte, stupide. quoi. Un culte, simplement bête. Ah, c'est un... Je trouve ça injuste quand même pour Sébastien Delogu et Ercilia Soudé, qui sont des phares de la pensée moderne. Je te trouve un peu sévère. Mais est-ce qu'il n'y a pas, moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, quand je vois les scores de ton livre, de ceux que Amine citait, de La Meute, c'est très rassurant. Parce qu'encore une fois, acheter un livre, c'est un acte. On prend de l'argent, on prend du temps, c'est une consommation. Mais je me dis, j'ai l'impression que chacun parle à son camp. C'est-à-dire que quand on les attaque, bien sûr qu'il y a un front qui s'élargit, qui se constitue, qui s'approfondit. Mais je me demande si ça ne fait pas également l'effet inverse chez eux. Ça les consolide, ça les soude et ça plaît. Je veux dire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette dernière année. L'accusation d'antisémitisme, il ne la récuse plus. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tournant après ton affaire. Tu dis aux uns et aux autres, vous êtes antisémites. Ils le prennent comme une marque publicitaire. Ils ne le revendiquent pas, mais ils le prennent. Cette accusation ne les exclut plus de rien. Au contraire, elle les installe quelque part. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'on a le Et même c'est ça, parallèle avec les accusations de fascisme. Exactement. On va nous faire des procès en extrême droitisme, en fascisme en permanence, et à force, on en vient à plus le récuser. Enfin, moi, par jour, je pense de gens qui nous traitent d'énormes fachos, on m'a tout dit, complice des nazis, j'ai du sang de Palestiniens sur les mains, enfin, j'ai tout eu. Et en fait, tu le récuses même plus, parce que tu te dis, de toute manière, effectivement, c'est presque comme un... Oui, c'est ouais, j'aurais pas dire c'est le débat. Comment vous restez tous optimistes? Ah, moi, je suis pas optimiste. Hein. Non, Pas du tout. Non, moi, je suis vrai pas du tout optimiste. Pas du tout optimiste. Ah bah, non, je non, n'attendais pas vois ça. du tout, Ah bah pas du non. tout les choses aller mieux. Moi, je suis moi. très Je ne vois optimiste. pas du tout les Ah, choses aller mieux. très. Mais en revanche, je ne vois pas dans les perspectives sont très sombres, mais je ne vois aucune raison de baisser les bras. Voilà. Il faut résister. C'est ça que je veux dire, c'est que C'est ça, il faut se battre. Bah, on a que ça, il faut se battre. je ne vois aucune raison d'être optimiste, aucune raison d'être On optimiste. a perdu la bataille, mais on se bat quand même. Non, Non, on n'a pas perdu la bataille. La bataille n'est pas terminée. Tu nous as tous indignés là. Non, on n'est pas. Je pousse un peu là. On n'a pas perdu la bataille. Moi, je Ce trouve que je veux dire, que c'est que ce que je veux dire, c'est que la défaite ne dépend que de soi. La défaite n'est pas d'être battu, la défaite c'est de baisser les bras. Et Ok. c'est la seule chose. de se rendre. Donc voilà. Dans quelques jours, Pas optimiste, mais déterminé. Je vais plaider un dossier, alors peut-être qu'il sera plaidé à la diffusion de l'émission, mais qui est un des trucs les plus traumatisants que j'ai vus. Il y a un couple à Levallois-Perret, un jeune couple, adorable, et qui cherche une nounou pour ses enfants. Ils mettent une annonce sur Facebook. Et arrive une jeune femme qui ne dit pas tout à fait la vérité, puisqu'elle leur cache, en leur présentant des papiers d'identité belges, qu'elle est en fait... Israélienne. c'est une Algérienne sous OQTF. Et après le 7 octobre, elle demande une augmentation brutalement au bout de 2 semaines. Le 8 octobre, elle dit je vais être augmentée et cette augmentation ne lui est pas accordée. Et donc quelques semaines plus tard, elle intoxique la famille. Le vin du kidouche, le jus de raisin du kidouche. Alors l'intoxication a été sans gravité parce que c'est des produits ménagers qu'elle a mélangés dans l'alimentation. Mais cette histoire est traumatisante. Je dis ça parce que c'est une banlieue cossue, c'est pas voilà, et c'est des gens en plus, comme nous sommes tous, un jeune couple avec de jeunes enfants. Cette histoire est vraiment très 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 inquiétante.
Amine. Alors, non, mais alors, il y a pire, excusez-moi, le début de l'histoire est presque joyeux. Par rapport à la suite. La suite, alors, d'abord, cette personne a immédiatement été interpellée et a été placée en détention provisoire. Ça, l'affaire a été prise très au sérieux. Mais en revanche. Parce qu'ils ont tous été malades. Ils ont tous été malades, la nourriture avait tourné. La mère de famille a été au commissariat et tout de suite ils ont appelé les services pour vérifier l'empoisonnement. Mais la circonstance aggravante de l'antisémitisme n'a pas été retenue tout au long de l'instruction. Et nous avons dû batailler avec Sacha Gozlan, j'ai le dossier avec lui, pour que la personne soit renvoyée avec cette circonstance. Et elle reconnaissait que c'était aussi... Alors elle, en perquisition, quand on perquisitionne, elle dit aux policiers j'aurais jamais dû travailler pour des juifs, c'est eux qui ont tout le pouvoir, c'est eux qui ont tout l'argent. Et alors, elle postait des trucs avec Hitler juste avant les faits sur son Facebook. Enfin, il y avait 2500 indices, mais pour le ministère public, ça ne suffisait pas. Et ça, c'est le plus inquiétant. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste, en fait. Amine, tu es toujours prêt à quitter la France si ça continue? Non, mais je n'ai pas dit que je quittais la France. J'ai dit que s'il n'y avait pas de sursaut et que mes amis juifs partaient, je partirais aussi parce que je ne consentirais pas à vivre dans un pays qui n'aurait pas réussi à protéger ses enfants. Voilà, c'est tout. Donc c'est une parole qui a eu beaucoup qui a été énormément relayée et peut-être le fait que je ne sois pas juif moi-même fait que cette parole a eu de la force. Mais moi, je n'accepterai pas de vivre dans un pays, et Dieu sait que j'aime ce pays, je suis patriote, j'aime la France, mais si demain les Français juifs partent massivement parce que le pays n'aura pas su les protéger, je n'aurai plus aucune raison de rester, c'est tout. C'est impossible. J'aimerais bien que ce soit impossible. Parce que hélas, ça aurait été le cas déjà. Mais j'entends beaucoup d'amis me dire que, alors pas forcément je pars, mais je songe, je réfléchis, je suis inquiet, des gens qui ont des enfants en bas âge et qui se disent est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, nos enfants pourront vivre dans ce pays? Il y a une inquiétude. Je pense que l'inquiétude, elle est énorme et je pense qu'elle est quasiment partout. Dans presque toutes les familles juives, tout le monde se pose cette question, mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, et là on devient encore plus pessimiste, c'est la globalisation de ces phénomènes-là. Je regarde autour de moi et je regarde le monde, et franchement, je connais bien le monde, ayant voyagé un peu partout. Il n'y a pas un endroit où aujourd'hui où je me dis ouais, c'est super, ça n'existe plus. Et donc il y a une globalisation presque du nulle part où aller. C'est-à-dire, il n'y a plus cette idée de refuge. Oui, tu as raison. Alors tu as raison. Mais tu sais aussi, il ne faut pas l'oublier, on parle parce que je suis foncièrement sioniste et j'adore ce pays, etc. Mais il y a aussi, moi j'ai des amis israéliens qui aujourd'hui se disent j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis épuisée. Ça se comprend. Voilà. Et donc, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, il y a plus de gens qui ont quitté Israël que de gens qui ont immigré en Israël. Oui, tu as raison. Donc, cette idée-là d'un refuge quelque part, c'est peut-être Elon Musk qui va nous amener à Mars. Ce qui est vrai, c'est que parmi les grandes différences entre les années 30 et les années 20, il y a le fait que l'antisémitisme n'était pas délictueux et qu'il l'est devenu. Et il y a le fait qu'il n'y avait pas de havre, il n'y avait pas de refuge pour les Juifs et qu'il y en a un quand même. Ceci, quand même, malgré tout, change la donne considérablement. Oui, bien sûr. Ça continue de changer la donne, même chez ceux qui s'en vont, même chez ceux qui partent. C'est très intéressant de penser, d'être les contemporains d'une époque où il existe un État juif. C'est quand même et qui peut être le dernier refuge. Zelda, tu as une histoire là-dessus. Toi, et qui est fort. Tu as quitté Zelda. Non, j'ai pas quitté, mais j'ai pris mes précautions et j'ai un passeport israélien qui me fait me sentir... Pourquoi tu as pris ton passeport israélien? Alors, c'était bien avant tout ça, c'était pendant le Covid, au moment où les Français, les non-israéliens ne pouvaient pas rentrer en Israël. Et je me suis réveillée un matin et c'était un peu entre l'intuition et le caprice. Et je me suis dit, à quel moment, moi, je peux pas aller à Tel Aviv? Et donc, j'ai appelé l'agence juive et en 2 mois, j'avais un passeport israélien. A posteriori, j'ai l'impression que c'était une intuition parce que ce passeport israélien qui est désormais toujours à jour, alors que peu de papiers sont à jour chez moi, me fait me sentir plus libre
plus forte, je ne sais pas, mais en tout cas plus libre. Et ce que je pense de ce que vous dites tout cela, et je partage à peu près tout, c'est que moi, en tout cas en tant que juive française en ce moment, je pense moindre mal. Donc j'ai le sentiment de me devoir et de devoir à mes enfants, me sentir prête et réfléchir chaque jour à la meilleure option et prendre la meilleure décision. À la possibilité de vivre là-bas, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce que pour le coup, j'ai pris une décision. Mon ailleurs, moi, c'est là-bas. J'espère que ça n'arrivera pas et que c'est pas mon désir, mais mon ailleurs, c'est là-bas. Il y a quelqu'un qui a un ailleurs là-bas potentiel. Laurent? Non. Non? Patrick? La France reste la France. Toi, Laurent, c'est la France. Ah oui, ah bah oui. Simone? On lui doit tout. Moi, je suis une diasporiste. Premièrement, je suis une juive errante. Je ne suis pas née en France, j'ai grandi en Allemagne, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Angleterre. Ça fait que 25 ans que je suis en France. J'adore ce pays. Mais pour moi, ce sentiment, le premier sentiment que j'ai eu le lendemain du 7 octobre, c'est ce sentiment de la globalisation de nulle part où aller, c'est-à-dire que ce sentiment de pas d'endroit. Alors, je partage exactement le sentiment de Simone. On n'a pas un problème de géographie, on a un problème d'histoire. C'est une époque qui est funeste et qui nous rétrécit terriblement. Après, je ne sais pas répondre à où j'irai, tellement je suis habité par la France ou l'idée de la France qui s'appelle la République française. Pareil. Voilà. Moi, j'ai pas de refuge nulle part. Après, cette France-là, on l'a vu déménager à Londres, revenir. Bon, voilà, elle sera partout où nous sommes. Les Français, non, je dis. pas aller à Londres maintenant. Souvent, nous, on n'a pas de refuge comme vous. Nous, c'est ici, quoi. C'est pour ça aussi, je pense que la question de l'antisémitisme peut-être me touche autant parce que je me dis, mais en fait, il faut qu'on se batte parce que moi, sinon on va se retrouver tout seul. Moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? C'est ça. La Bretagne breton. Raphaël, ta réponse là-dessus? Non, moi j'aime, je comprends qu'on ait des sentiments mêlés à propos d'Israël. Mais j'étais fasciné de penser que quand la guerre a été déclarée, les gens étaient soucieux de rentrer en Israël. C'est-à-dire que ce pays qui entre en guerre est un pays qui attire du monde, en fait. Qu'un pays qui entre en guerre soit un pays qui attire du monde. Alors, par exemple, je vois quand la Russie est entrée en guerre, immédiatement, il y a eu un exode des classes moyennes russes qui partaient dès qu'elles pouvaient dans d'autres pays pour éviter d'être enrôlées. Là, en Israël, c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, au moment où la guerre a été déclarée, les gens se sont précipités dans le pays en guerre. Oui, prenez l'avion tous pour prenez venir tous l'avion. rentrer. Comment tu l'expliques? Et comment tu l'expliques? C'est nous en France. Je ne l'explique pas, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai trouvé qu'il y avait là une modalité du patriotisme qui était vraiment magnifique. Tu sais le nombre de barbecues qui ont été organisés pour les soldats? Ah, j'imagine pas. Des milliers de barbecues organisés par des francophones israéliens et qui ils se réunissaient, ils trouvaient 10-15 000 euros et tous les soirs ils allaient organiser des barbecues dans les bases proches du conflit. Mais nous en France, ça c'est Mais c'était fou. Parce qu'il n'y a vraiment pas cette... En France, je trouve qu'on a perdu... On avait au moment des attentats le soutien aux forces de l'ordre, mais là, aujourd'hui, c'est... Maintenant que l'armée est obligatoire, ça va revenir, ça, le patriotisme. Elle n'est pas obligatoire. Enfin, nous, elle n'est pas, Maintenant qu'elle le sera. Pas sûr qu'elle le soit, mais c'est vrai qu'on a perdu ce sentiment patriote. Et moi, j'avais été très admirative, justement, comme je connaissais encore rien à Israël, quand j'avais vu ces images de gens qui revenaient, justement, pour se battre. Je me disais, mais j'aimerais tellement qu'on fasse ça en France. Ces soldats réservistes qui étaient en vacances. C'est lié aux 2-3 ans d'armée aussi, probablement. Oui. C'est quelque chose. C'est un réflexe, j'imagine. Alors, on a quoi ce soir en plat, alors? Là, c'est trop, là. Tu manges, je mets les trucs que tu prends. On a une Oui, c'est ça, je mange pas. Un shawarma de dorade. Waouh. Le poisson, shawarma de dorade. Magnifique. Sympa. Chou-fleur rôti. Mais c'est beau. C'est très beau, oui. Mais moi, Et bon, voilà, chou-fleur rôti, c'est très bien. Et pickles. Bon. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour ce qui vient de se dire ce soir. C'était notre partie quand même obligatoire, évidemment, on était autre part. Mais j'ai envie de passer à un autre. Après ce plat, on passera à autre chose, si vous voulez bien. Je suis pas sûr que vous réussissiez à nous faire parler d'autres. Non. Eh ben, c'est ça qui est intéressant. On va voir, c'est marrant. On va voir. tester. On va voir. Ouais, on va faire un test. J'aimerais qu'on m'amène une caméra. un peu Ça devrait te plaire quand même, Raphaël, ce petit jeu. Ça devrait te plaire. On a une caméra, vous allez chacun prendre cette caméra et vous allez filmer votre voisin.
Ok, vous avez filmé votre voisin et vous allez lui demander de vous réciter quelque chose qu'il connaît par cœur, que vous connaissez par cœur. Ça peut être un texte, une chanson, un poème, quelque chose. Ça peut être très court et ça va tester Zelda. Tu veux commencer? Je commence en filmant Laurent. Ça vous dit de jouer à ce jeu? Rien. Allez, on y va. Alors, on va faire une... Laurent, vous jouez? Comme le loft, tu vois, il fallait des acteurs. Vous jouez à ce jeu? Quelque chose de par cœur? Je connais rien par cœur, moi. Si, je suis sûr. Alors, Alors, Zelda, c'est à l'envers. La Marseillaise. Non, oui, Zelda. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que vous connaissez par cœur et vous regardez la caméra? Je sais pas, moi, nos enfants de la patrie. Vous qui... C'est quoi après? Le jour de gloire est arrivé. Oui, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, etc. Oui, aux armes, Ça, c'est 15 citoyens. Menez vos bataillons, marchons. Ah, pas mal. Je la connais celle-là. Ah, Bravo. Bravo. voilà. Bon, c'est ce qu'on peut, hein. Simone, Alors, tu veux vous passez et vous filmez Simone. Non, c'est pas sympa. Franchement, Si, je connais si. rien par cœur. Je suis sûr que oui. Mais si. Une chanson. Non, je vais faire un truc en allemand. Ah, voilà, ça c'est bien. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Et après, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais t'aurais pu Déjà pas raconter ça en allemand, on n'aurait rien compris, c'est pas grave, t'aurais fait n'importe quoi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. Moi, je sais. Moi, je sais. 99 Luftballons. oui. auf ihrem Weg zum Horizont. C'est une chanson soviétique, hein. Bien sûr. Bon, cadre bien. Une phrase qu'on a beaucoup rappelée, qui est magnifique, c'est la fin du discours de Badinter en octobre 81, quand il dit à la fin, son plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort, « Législateur français, je vous remercie ». Je trouve que ces mots sont sublimes. C'est comme les derniers mots des réquisitions de Klaus Barbie, tiens, parlant d'allemand, qu'à vie, Barbie soit reclus. Il y a des mots de l'éloquence judiciaire, des phrases comme ça qui sont absolument magnifiques. Bah, tu vois, c'est exactement ce que je vois. Voilà. Ah, bravo. Bien. Bravo. Alors, on va passer, tiens, on va passer. Alors. Amine, Non, je suis en train de il va cadrer. Tellement égocentrique, Alors, ce vas-y. film lui-même. Amine, Nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous pour pisser Qu'attendons-nous pour pisser un coup tout à l'envie sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? ah, Léopold Sédar Senghor. bravo. Voilà, ça c'est de la culture, j'adore. de la culture. J'adore. Non, Léon Gontran Damas, pardon, je raconte n'importe quoi. J'allais Léon Gontran te Damas. contredire, j'ai pas osé. Oui. Nora. Alors, Ok, mon poème préféré. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Et c'est Gérard de Nerval. Gérard de Voilà. Oh là là, c'est beau, c'est beau quand même. Moi j'adore ce petit jeu. Quoi Raphaël Сквозь вольнистые туманы пробирается луна, на печальные поляне льет печально свет она. По дороге зимней скучная тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит. Ça, c'est impressionnant. Mais qu'as-tu dit? Mais attends. C'est du Pushkin, c'est Zimняя дорога, c'est le chemin hivernal, et ça raconte l'histoire d'une calèche qui... qu'on avait compris. Voilà. Tout à fait. Alors là, la fameuse calèche de Prouchka. Itcha me dit que c'est bon. Ok. Alors, attends, on a un petit mot quand même, Raphaël, c'était quoi? C'était un texte de Pushkin qui s'appelle Le chemin hivernal, Zimняя дорога. Ah, je l'avais pas reconnu. Ok, d'accord. Voilà. Nous non plus. C'est à toi, Michel. Kuluna lel watan lel ola lel alam. Ça, c'est l'hymne national libanais. Recommence. Kuluna lel watan lel ola lel alam. Et ça veut dire? Le Watan, c'est la nation. Tous ensemble pour la patrie, la nation. La patrie. Voilà. Et Kuluna l'Alam, lel c'est watan lel ola lel alam. Tous pour le drapeau, derrière le drapeau. C'est marrant, vous avez tous fait ça en langue étrangère. Marrant, hein? Presque tous. Non, pas toi, mais Pas moi. il y a eu de l'allemand, il y a eu du russe, il y a eu de l'arabe. Trop mal anglais. Zelda. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé. Changer, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Verlaine. Jean-Jacques, bravo. Tout à fait, Verlaine, Verlaine. bravo.
Bravo, bah écoutez, bravo. Vous pouvez nous raconter le pire dîner depuis 7 octobre? Non, moi j'ai eu la sagesse de me fâcher avec mes amis avant de dîner. Oui, moi aussi. Moi, je me suis fâchée avec personne. Mais Dans non. les dîners? Avec Bah, tu étais bien personne. entouré au Mais départ. mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement fait le tri naturel déjà avant le 7 octobre. J'ai eu personne. Moi, j'ai jamais autant perdu d'amis que depuis le 7 octobre. Ah ouais. Mais est-ce que ça s'est fait en live, pendant un dîner, durant le dîner? Est-ce que vous avez eu Mais en fait, il y a confrontation? Laurent? Non. Il y a toutes les situations, mais oui, il y a des dîners qui ont mal fini. Ouais. Mais je n'ai jamais perdu autant d'amis que depuis le 7 octobre. Jamais. Et Dieu sait qu'avant le 7 octobre, j'avais déjà des prises de position sur la laïcité, contre l'antisémitisme, etc. Mais le 7 octobre, ça a été un cataclysme. Moi, j'ai vu des gens... Et puis il y a des gens auxquels je ne voulais plus parler moi-même. Enfin, il y a des gens dont je me suis... Mais il y a des gens sur Instagram que je connaissais depuis des années qui se contentaient de poster des vidéos de chats qui font la danse du ventre et qui d'un coup, après le 7 octobre, se sont mis à poster des trucs. Et encore une fois, enfin moi je l'ai toujours dit, y compris à la télévision, je n'ai aucun problème avec le fait de défendre la Palestine ou le peuple palestinien, ou de s'émouvoir du fait que des enfants ou des familles innocentes meurent dans une guerre, parce qu'une guerre c'est toujours horrible et qu'une victime innocente c'est toujours insupportable. Mais entre défendre des gens qui sont victimes d'une guerre et défendre une organisation terroriste, en ne faisant pas la différence entre les deux, c'était insupportable. Patrick, un moment chaud sur un dîner? Dîner, non, mais je me souviens d'un café par hasard, juste après l'opération des beepers, avec une personnalité française importante dans le monde du renseignement, et qui m'explique que vraiment Israël ne respecte rien, ni la vie, ni le droit international, ni je sais pas quoi. Et là, ça s'est vraiment mal fini, parce que j'ai compris la passion qui fait parfois penser à ce pays de travers. Et c'était un type en plus avec qui on a fait des choses importantes sur des causes importantes. Et c'était affreux. C'est d'une tristesse absolue. Mais moi, après le 7 octobre, c'est plutôt des gens que j'ai retrouvés. Et tu vois, nous on se connaissait depuis longtemps, mais de loin. Et il y a des amitiés au combat qui se font comme nulle part ailleurs. Oui, c'est ça que je veux dire en fait. Et moi, c'est ça que je retiendrai plus que les amitiés perdues, c'est les amis retrouvés. Ouais. C'est très important. C'est-à-dire que quantité d'amitiés possibles sont devenues des amitiés réelles. Ça a précipité beaucoup de choses, ça a rapproché beaucoup de gens, et de façon fondamentale, à tel point que d'ailleurs on peut se dire qu'une amitié comme ça vaut bien une vingtaine d'ennemis, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un problème. On finit par être gagnant à la fin. Je recommande le livre de Raphaël, Lettre à un ami arabe, qui moi m'a vraiment beaucoup. Comment ça t'est venu, Raphaël, touché, passionnément? Passionnément antisémite. Comment ça t'est venu? En fait, au départ, l'idée d'une passion antisémite m'est venue du fait que c'était un antisémitisme qui, pour une bonne part, ne se connaissait pas lui-même. Et qui, comme il ne se connaissait pas lui-même, comme c'est un antisémitisme qui dit « je suis contre la publication de Mein Kampf », comme c'est un antisémitisme qui dit « je suis contre la réédition des pamphlets de Céline », comme c'est un antisémitisme qui se masque à lui-même sa propre haine en affichant des bons sentiments, eh bien, c'est un antisémitisme qui, du coup, peut s'épanouir tranquillement, passionnément, sans crainte, puisqu'il ne se soupçonne pas lui-même. Ouais. Et donc, ce que je voulais dire, c'était ça. À la façon, il y a dans le film de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, il y a une scène comme ça, avec Tom Waits et Iggy Pop. Et ils sont tous les deux très contents parce qu'ils ont arrêté de fumer. Et comme ils ont arrêté de fumer, maintenant, ils peuvent fumer quand ils veulent, en fait. Et donc, ils sont hyper contents, donc ils fument plein de cigarettes, ils sont là, ils disent, tu vois, ce qui est cool avec le fait d'arrêter de fumer, c'est que maintenant, on peut fumer tranquillement, il n'y a pas de problème, parce qu'on ne fume plus, en fait, donc c'est parfait. Et moi, voilà, ils me font penser à ça, les antisémites, aujourd'hui. C'est fascinant. Comme on est contre la réédition de Mein Kampf, on a le droit de dire que les gens empoisonnent les puits, on a le droit de dire que ce sont des dragons célestes, voilà. Bon, alors...
Non, mais pardon pour la légèreté, hein, mais c'est... Mais on peut faire pire, regarde. Légèreté, on passera. On va partir encore un peu plus sur... On remonte, on descend, on monte, je sais pas, sur un autre jeu que j'aime beaucoup faire dans cette émission. On le fait à chaque fois, hein, régulièrement, donc c'est pas nouveau. On va raconter 3 histoires, mais quand je dis 3 histoires, en quelques secondes, vous connaissez ça si vous avez vu l'émission. 3 histoires, 2 sont fausses, une est vraie. On va essayer de deviner la vraie, et évidemment, il y a des cadeaux. À la fin, il y aura des cadeaux pour les gagnants, ok? On essaye? Je me mets en mode compétitrice, Donc j'adore. Nora, t'as l'air d'être... J'adore ce jeu. Alors, on y va. Attends, moi, il faut que Attention. je réfléchisse. Moi, je C'est veux mon pas. Oui, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le temps de réfléchir. Regarde, Nora, 3 histoires, 2 fausses, une vraie. Très courte, à toi. Ok. Ah, mais c'est nous qui racontons les histoires. Oui, chacun son tour, mais tu vas voir, Je crois que c'était moi qui allais le faire, vas-y. Ok, à 16 ans, j'ai eu un terrible accident de voiture. Je m'en suis sortie évidemment indemne, comme le reste de ma famille, mais en fait, c'est la première fois que je l'ai confrontée à la mort, puisqu'en face, les personnes malheureusement ne sont pas sorties. Okay. Voilà. Première histoire. Deuxième histoire, j'ai arrêté pendant 6 ans de boire de l'alcool, alors que j'ai 30 ans. Voilà. Pour une raison? Ouais, pour une raison personnelle, familiale, voilà. D'accord. Et la dernière histoire, j'ai un chat noir et obèse qui s'appelle Snubule. Voilà. Snubule. Voilà. C'est la dernière qui est fausse. Alors attends, bon, donc, Parce qu'elle a hésité sur le nom du chat. donc maintenant ce qu'on va faire, on va procéder comme ça. On va lever la main, voilà, on va dire la première histoire, on dit que c'est la vraie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bah oui, évidemment. Ceux qui pensent que c'est... Vous levez la main pour la première histoire. Donc, oh là, il y a une grosse majorité. Donc, première histoire. s'invente pas, Donc quand deuxième histoire, on est d'accord, tout le monde? Moi, je pense pour une raison morale. Alors attends, attention parce que je la sens de bonne comédienne quand même. Ah ouais, vous ne faites ça pas serait piéger. supérieurement, Vous ne faites pas piéger. très passionnément. Donc on est d'accord. Antisémite. Laura, donc on a tous voté, quasi tous voté, je pense c'est ça, sur la une qui est vraie. Les 2 autres sont fausses. Est-ce que c'est la vraie? Non, c'est faux, elle est totalement fausse. Voilà. Bravo. Donc Nora a gagné. Ouais. Tu auras un cadeau tout à Et l'heure. c'était mon chat hein, qui était obèse. Voilà. Alors et règle supplémentaire, on n'est pas obligé de donner la raison, la vraie. On n'est pas obligé de donner. J'ai dû improviser, je me suis dit merde. C'est 2 fausses, une vraie. Hein. C'est 2 fausses, une vraie. Monsieur l'avocat. Ah, toi tu vas être un bon Et adversaire. les avocats, ils sont bons là-dessus. Tu vas être un très bon adversaire. Alors, je réfléchis à ce que j'ai le droit de dire ou pas le droit de dire. Déjà, ça commence mytho. Non, il y a des vraies questions. On m'a proposé d'intégrer un gouvernement dans une majorité avec laquelle je n'étais pas forcément d'accord. Ce qui n'est pas très difficile. Comme ils l'ont proposé à tout Paris. Mais ça, c'est... Même à moi, c'est dire. C'était dans la presse. Donc, vas-y, à toi. Donc ça, c'est facile à dire. Deuxième histoire. On m'a proposé d'intégrer l'équipe de défense du Rassemblement national pour le procès d'appel. Et donc de défendre le Front National. Non, pas de défendre la personne morale, défendre Le parti. les personnes qui ont été condamnées en première instance. D'accord. Parmi les personnes qui ont été condamnées en première instance. Ce qui m'a posé un petit problème de conscience, Bien puisque sûr. j'ai fait condamner et la chef de ce parti. Oui, c'est ça qui m'étonne. Voilà. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils étaient intéressés. D'accord. Voilà. Ah, c'est dur là. Et il faut que j'en trouve une troisième qui soit un petit peu quand même intéressante. Après le 7 octobre, j'ai appelé Simone Rodan et je lui ai dit que je me mettais à son service à partir de maintenant. Ça, c'est la troisième. Ça, c'est la troisième. Comme homme de main, comme. Alors, spontanément... Le RN, j'y crois pas du tout. Spontanément, j'irais sur la troisième. Ah ouais. Parce que tu as vu comment il l'a amené, la troisième? Mais après, en disant, je sais pas, je cherche un après le 7 truc. octobre, ou pas Est-ce que ça se trouve, c'est possible, mais pas juste après le 7 octobre, tu vois? Il a modifié des choses. Gouvernement et RN, c'est pas possible. Enfin, quoi que gouvernement. Moi, je suis sur la troisième. Moi, je dirais la troisième. Ouais, je vais voter la 3 aussi. Troisième. Laurent? Troisième. Non, la première. Troisième. Zelda? Non, moi je reste sur la première. Ah non, toi, t'as pas le droit de jouer. T'as pas le droit de jouer. Simone, elle allait dire oui, c'est vrai. Impliqué dans l'histoire. Je vais battre la première. Raphaël? La première, moi. Ouais, première. Ouais, et Michel? La troisième. Donc on a une majorité de 3.
Donc on a gagné. Eh ben, c'est vrai. C'est la troisième. Mais bravo. Et alors, t'as fait quoi? Non, mais parce que comme tout le monde. Simone, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai parce que je trouve d'abord que Simone fait un travail remarquable et que on était dans le monde d'avant, tous un peu dispersés, tous un peu légers, un peu fous. Parfois, on pouvait se chamailler pour des bêtises. Et je peux avoir un tempérament un peu chamailleur, voire querelleur. Et je me souviens de ce jour, ce dimanche, j'ai appelé Sina, je dis maintenant on arrête les conneries, je suis derrière toi, tout ce que tu fais, tu as besoin de moi, je suis là. Et voilà. Et il a tenu promesse. Il a tenu. Non, elle n'a jamais appelé, donc tout va bien. Laurent, à vous, est-ce que vous avez 3 histoires? Donc une vraie, donc deux fausses, une vraie. Attention, je sais que vous êtes comédien aussi. Donc j'étais avec mon grand-père au salon du Bourget, avec Marcel, et avec mon frère, il nous a dit je vais vous montrer le plus bel avion du monde, et il nous a emmenés sur le parking où il y avait à l'époque c'était quoi? C'était le Mirage 5, oui c'est ça, qui était armé, voilà. Alors la deuxième histoire, c'était j'étais avec mon frère, on avait des pétards dans les poches, et c'est les siens qui ont explosé, pas les miens. Et la troisième, c'est que mon frère m'en voulait beaucoup parce que c'était moi qui avais le mieux réussi, j'étais plus riche que lui. Ok, pas facile, pas facile. Moi, je pense que la vraie, c'est les pétards et le frère. Alors attendez, ne me répondez pas encore, Laurent. Mirage 5, la vraie. Mirage 5. Ah ouais. Ouais, moi je vote Mirage 5. Mirage 5. Mirage 5 pour Michel. On a l'impression qu'on passe tous sur le. Zelda. Même si le Mirage 2000 était encore plus beau. Ok, je me Alors on plie à vote sur la le 1. majorité. On vote 1. On dit que la vraie est la première. Oui. Ah bravo. Oui. C'était pas évident. Pendant que tu as la parole, Raphaël. Maintenant, Raphaël, Les 3. maintenant que je sais que Nora. Allez, 3 histoires. Alors attention. Revisite ce qu'elle écrit. Alors mon histoire numéro 1, c'est j'ai regardé en fumant un pétard un match de foot France-Australie avec Mick Jagger. Deuxième histoire, j'ai fumé un pétard Encore Tu fumes beaucoup. Hein, au petit déjeuner avec Paul McCartney. Troisième histoire, j'ai pas fumé de pétard, mais je lui ai serré la main j'ai serré la main à Michael Jackson. Alors, le premier, c'est vrai. D'abord, on peut régler l'histoire si quelqu'un sait s'il fume des pétards ou pas. Alors moi je pense que les deux des pétards c'est vrai, c'est Oui. Michael Jackson qui va Donc pas. c'est probable. Ouais, c'est Michael Jackson qui va pas. Mick Jagger, j'y crois. Oui, Jagger et McCartney, oui. Alors, attends, Jigger, Max- Si, il n'a pas croisé Michael Jackson. Attention, on va voter avant de. Il y avait plus Non, mais c'est évident. donc... Bon, qu'est-ce que tu. Amine, c'est quoi? Ça se tient, c'est assez logique. Tu dis quoi, Amine? Hein? Tu dis quoi? T'as une? Il n'a pas croisé Michael Jackson, mais les deux autres, oui. Non, mais donne-moi une. Non, il y en a forcément une de vraie. Moi, je vote Jagger. Ah, il n'y en a qu'une de vraie, c'est la première, c'est la première. C'est-à-dire Mick Jagger. Oui. Jagger. Mick Jagger. On est tous d'accord, Mick Jagger? Oui. Mick Jagger, allez, je vote Mick Jagger. Michel aussi? Allez, tout le monde Mick Jagger. Jagger. Yes! Eh ben, t'auras pas de cadeau. T'as perdu. Ah, c'est bien. T'as perdu. C'est bien, j'avais pas de sac avec moi, je voulais repartir les mains vides, c'est parfait. Et puis, ici, je te rappelle, Jacques Martin, c'est pareil. On peut avoir des détails quand même sur un truc vrai Les circonstances. L'autre. Les circonstances? Oui, je sais pas, vite fait, parce que ça donne envie. C'était furieusement sympathique, un moment charmant, sympathique, entre individus civilisés. Ils se parlent avec la courtoisie et la civilité qui convient, voilà. Non, mais Tu as bien épuré l'histoire. On est bien rentré dans ton histoire. Ouais, non, j'allais pas vous en dire plus parce que les enjeux étaient trop élevés, mais c'est, voilà, ça s'est bien passé. Eh ben, bravo. Amine. Donc il y en a une fausse. Il y a une. Non, il y a une vraie. Deux. Ah, il n'y en a qu'une vraie. Ouais. Donc n'allons pas sur l'ORN. J'ai chanté sur la scène des Corrigis d'Orange, dans Carmen. J'ai serré la main du roi du Maroc. Et j'ai passé un dîner avec Lady Gaga et 2 autres personnes il y a 10 ans. La 2 qui est vraie, non? La 2, c'est le roi du Maroc aussi. Bah oui. Ouais, elle est vraie. Bah, pourquoi inventer Lady Gaga? Et 2 autres personnes, Ouais, c'est 2 autres pas le personnes, louf comme façon de l'énoncer. Ouais. Mohamed VI.
M6, Ouais. Mohamed. M6 ou pas? T'as pas dit quel roi? Donc, La 2 est vraie. donc, on, elle est donc, vraie. donc on est sur la 2. On est sur la 2. On est tous sur la 2. T'es On est piégé. raisonnablement sur la 2. Mais non, j'ai dîné avec Lady Gaga. Non. Bah, tu vois, je le sens. Vrai? Je le sentais. Amine. Alors, Zelda. Quelles circonstances? Zelda, ce sont les deux autres personnes. Qui sont les deux autres personnes? Chez Laurent, pour rien Et cacher. circonstances, comment tu t'es Et les retrouvé là circonstances, elle n'était pas connue à l'époque, c'était il y a un peu plus de 10 ans, elle venait de sortir même, hein. le premier album. Ça commençait à percer quand même. Et elle faisait ses premiers concerts dans des boîtes parisiennes et on s'est retrouvés pour des raisons diverses et variées à dîner ensemble. On était 4, voilà. Marrant. Ok, très bien, bravo. Donc, Ouah, il a gagné, hein. il a gagné. Alors, Michel, alors raconte. Mais dans cet esprit-là, j'aime bien. Vas-y. Comme ça, Ah politique? oui, j'adore. Dans ce que tu veux, vas-y. On a quitté le Liban en avion, ça c'est la 1, quand on a quitté le Liban. Numéro 2, on nous avait mis un explosif sous le landau de ma sœur. Et en 3, on a attendu qu'on nous fasse passer et on est passé via Israël. Via Israël, quand tu as quitté le Liban. Donc là, Non, on est j'ai 3 options. Non, mais c'est toujours sur le, Ouais, le départ. le départ. Donc tu as 3 histoires sur le départ. Tu as quitté en avion, l'autre, on t'a placé une bombe Ils ont placé une bombe sous le landau de ma sœur. dans l'avion ou Non, non, dans le Avant. landau à la maison. à la maison, ok. La 2, Et c'est la la troisième, tu as dû faire un passage par Israël. Voilà. Bon, je sais pas si on est une bonne équipe, toi et moi. Moi aussi, je crois que la 2, Directement, il a dit non, en précisant. Mais on a le droit de le piéger, hein, vous êtes, c'est Ouais, c'est c'est libre. vrai. Bah oui, C'est j'ai bien libre. piégé tout C'est à l'heure. libre. La 2, c'est Tu la peux demander vraie. l'année, tu peux Voilà. demander un truc. moi je pense aussi plutôt la 2 est vraie. Oui. Donc la 2, c'est la bombe. Non, ouais, c'est la bombe. La bombe. Je vois bien la bombe sous le landau. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'irais bien sur la bombe. Laurent, Moi aussi. Amine, c'est bon? Oui. Oui, c'est vrai. C'est Waouh. explosif sous le landau. C'est sympa quand et la moi seule histoire vraie Et Simone est la plus invraisemblable. Oui, Et exactement. la Simone. Là. C'est là où il a été très bon. Zelda, tu peux faire mieux? Sans doute pas, mais je veux bien Je perds mon essayer. binôme. J'ai jamais fumé de pétard de ma vie. Oh, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai jamais mangé de fruits de mer de ma vie. Là, Ça, c'est faux. Et compliqué, là. Pour ceux qui te connaissent, c'est j'ai facile. chanté toute la chanson joues pas, toi. française. Et j'ai chanté toute la chanson française avec 2 personnes ici, 3 personnes ici, sur la route entre Tel Aviv et Jérusalem. Ah là, il y a du détail. Donc, Moi, chanson française. Ouais. Toute la chanson française. Toute la chanson Ah, t'as chanté française. toute Non. la Ah, chanson donc- française. Aurélien a dit. Oui, le Aurélien. problème, c'est Je que- t'ai appelé par le prénom de ton fils. Ah oui. Bah, il y a un certain. Avec 3 Ah, présents. Oui, trois pardon, présents. pardon. Hein, Simone? Il y a 3 présents. Il y a 3 présents. Donc on sait qu'elle est la vraie, Ouais. Bah oui. quand on te connaît. Bon, c'était un échec. Ah ouais, là, c'est. Jamais fumé T'as jamais mangé de fruits de mer de ta vie? Bah, elle est fausse. Donc la 1. Ah, elle est fausse. Oui, elle est fausse. Non, non. Attends, mais Bah, t'as dit la vérité là? Oui. Attends, on n'a pas voté. Attendez. Ne bouge pas. J'ai pu bugger. J'ai pu bugger à ce stade du Bon, dîner, j'ai pu on bugger. récapitule. On a donc le pétard, jamais, on est pétard. d'accord. d'accord. Après le pétard, on a Les fruits de mer. fruits de mer. Et après, on a la chanson. Alors, qu'est-ce Chanson qu'on dit? française, tout le monde vote chanson française. Tout le monde vote chanson française? Ouais. Bah oui. Bah oui. Alors, 2 fausses, une vraie. ouais, c'est ça. vrai. Et alors, la vraie, c'est quoi? T'étais là en plus. Bah oui, dans le bus. Chercher 2 vrais, une fausse. Dans le car. Est-ce que vous avez chanté Sardou? Bon, alors, moi, je veux des cadeaux. C'est une bonne Bah, pardon, moi, j'ai pas fait, hein. Ah, Simone. Non, mais Bah oui, veux Simone, jouer elle a pas fait son. t'es sûr que tu veux jouer? Bah ouais. Elle veut gagner, là, Simone. Parce que le cadeau, il mérite remarque. Vas-y, joue. Ok. Je reprends mes histoires, moi, alors si Ah, tu vois, il y a quelque chose à gagner. Bon, alors, après Simone, on aura soit les cadeaux. Alors, je me suis faite draguer par Dieudonné. Oh, quel faire, ça. Ce serait génial. Par Dieudonné. Ma meilleure amie est sortie pendant longtemps avec Georges Clooney. Alors, attends, j'ai pas entendu, c'est? Ma meilleure amie est sortie pendant très longtemps avec Georges Clooney. Et elle avait fait la constitution des frères musulmans. Exactement. Je me suis aussi fait draguer par Emery Caron. Elles sont dures. La 3. Moi, J'avais le temps, comme j'étais à la fin, j'avais le temps de réfléchir. les 3 sont vrais. La 3 est. Georges Clooney n'a jamais été longtemps avec quelqu'un à part sa femme. Donc celle-là, à mon avis, elle est fausse. Ah, mais Émeric Caron, quand même. C'est Émeric Caron, la vraie. Non, Émeric Caron, c'est faux. Non, Mike Caron, il a des bêtes, pas des femmes. En régie, une idée?
Ils sont en train de chercher sur Wikipédia. Caron. Allez, on vote. Allez, on y va. Caron, c'est On pas vote. possible. Donc, Si, Caron. Bah, Caron, il y a 20 il y a Au moins, on 20 aurait une c'est possible. explication. Caron, au moins, Ouais, enfin, on aurait c'est un une amour explication. déçu. mais oui, bravo. Il s'est fait recal par une juive et du coup il est antisémite en fait. Gabriel, ça, Non, allez, vas-y. Moi, je vais sur la copine qui sort avec Clooney. Non, il a raison, Patrick, c'est impossible. Non, ouais. Il est jamais sorti avec quelqu'un. Longtemps, combien de temps Presque 3 ans. C'est possible. Non, Ah, il a c'est pas précis, fait. c'est précis. Je sais pas. Je sais Attends, pas. attends, c'est sérieux là. Je sais. vous a perdu. Elle est bonne, hein? Eh, Ah Simone, elle ouais, est pas- Simone, tu veux le cadeau là? Alors, Ah la vache. Raphaël, c'est Caron, toi. Mais j'ai ça quand même paraît dit Caron. clair. Dieudonné, c'est fort probable. non, je ne crois pas à Ah Dieudonné, ouais je ne crois pas D'où elle aurait Caron, je croisé crois pas Dieudonné. Non, je Bien pense sûr. Dieudonné a gardé sa jambe. Non, Dieudonné. Je Ouais, vote Dieudonné. Allez, moi, je Dieudonné, suis- Laurent, on est d'accord sur Dieudonné Allez, Dieudonné. Allez, Dieudonné. Dieudonné. Non, ma meilleure amie est sortie pendant 2 ans et demi avec Georges Clooney. Pourquoi vous mettez T'avais dit 3 ans, je suis désolé. Elle a dit presque 3 ans. Presque 3 ans. C'est vrai. Oh là. Bon, alors on me dit que. C'est bien. Comment ça tout le monde a gagné le cadeau Eh ben tout le monde a gagné le cadeau, mais c'est des... Ah. On n'est pas chez Jacques Martin. Bah oui. Eleven Paris vous présente le dîner. Eleven Paris, maintenant en Israël. Ce programme vous est présenté par la boutique à Turquie Netanya. L'excellence du vin et de l'alcool. Ce dîner vous est présenté par Zabilo, l'expert de l'électroménager en ligne en Israël au meilleur prix. Et ben voilà, on a tous joué, bravo, c'était génial, on a vraiment... Alors qui a gagné? Alors qui a gagné? On me dit, comme Jacques Martin, tout le monde a Tout le gagné. monde, ah bah, d'accord. Et on attend non seulement les desserts, mais les cadeaux. Est-ce qu'on Ah peut faire venir les cadeaux, s'il vous plaît? S'il vous plaît, oui. Tin, 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 nan, nan, nan. Je sais pas, il n'y a pas de musique, un truc? Et les desserts. Simone a quand même plus gagné que les Ouais, autres. je suis d'accord. Non mais entre nous, Après, moi, quand même, un peu. entre nous, qui était le meilleur? Moi j'ai bien aimé... non Mon histoire était pas mal quand même, pardon. Moi, j'ai bien aimé Nora vraiment, et Simone. Vous êtes... Ah, les cadeaux, enfin. Très bien. Alors c'est cadeau personnalisé, attention, personnalisé. Ah bon? Un iPhone 17. Moi, je vais avoir une gel là-bas. Alors, on a, Toi, des babouches. on a notre sponsor, donc Eliorness, vous offre des bijoux. Ça vient d'Israël, c'est de Oh Tel là Aviv. là là là, des les bijoux. cadeaux d'Eliorness. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Oh là là. Waouh. des tabliers personnalisés Je Incroyable. vais placer le bracelet sans m'ouvrir les veines. et de Havre d'Even. C'est magnifique. Voilà, ça on a donné. J'ouvre. Hein. Oui, tu peux. Et en même temps, Vous pouvez les ouvrir, hein, J'ai pas de cadeau, moi. les Oh, cadeaux. en plus, en hébreu, regarde. Qu'est-ce que tu as reçu là, Patrick? Fais voir. Oh, je incroyable. ne pourrais pas le revendre. Hein, ou alors un autre. Non, ça va. Est-ce que tu cuisines, Patrick? Beaucoup, beaucoup, Patrick. Non, je crois qu'il vaut mieux que je ne cuisine pas, mais je garderai l'ustensile. Non, j'ai un. Le dessert, c'est une crème au chocolat, Aussi. Moi, j'ai un chips de Malawa et khalva. C'est quoi? Voilà, de notre ami Greg. Greg de Saba, attention, Greg de Saba. Ça, vous l'appelez comment? Les délices. Restaurant Saba, le Valois. Comment? Ça, tu l'appelles Non, non. Malabi. C'est beau. C'est du Malabi, c'est ça? Ah, sur les bancs, on l'appelle halaoué. Un peu moins. Khalawi Halaoué. et Malawa, nous. En tout cas. C'est le Malawa. même, c'est le même goût. C'est le même goût? Halaoué. C'est quoi? J'attends mon cadeau. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai un reçu porte-clés. un vrai collier, enfin, Toi, tu as reçu. avec l'œil contre le mauvais œil, là. Oh là c'est beau, hein. là. C'est les cadeaux de Pourtant, je suis Hanouka et de Noël. Et merci beaucoup. Ah, j'en ai besoin, là. Si, c'est Je gentil. peux te dire que ça tombe à pic. Nora, ça te plaît? Ah oh, bah alors là, pour le mauvais œil, c'est bien ça. Eh ben voilà. Contre le mauvais œil. Non, Moi, c'est j'en gentil, ai mais moi, besoin, là. j'ai pas besoin, c'est gentil, merci beaucoup. Ah, je crois que j'ai la même chose que Patrick. Ah, j'ai un tablier, bah oui. Mais tu cuisines, toi, Stéphane? Je cuisine à mort. Tablier Stéphane, super. Merci beaucoup. Alors, il y a écrit quoi dessus? C'est en hébreu. Havre d'Even. Hein? C'est en Et hébreu. voilà, alors, ça c'est en fait c'est le texte du Rabbi Nachman. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est du Nachman ici que vous avez là, c'est Ouais, sympa. Même toi, je pense, voilà, Raphaël, tu vois la Ah oui, petite c'est le flamme, symbole la Nachman, flamme, c'est ça la qui- flamme du Ah, Rabbi la Nachman. flamme. Ça aussi, Moi aussi, d'accord, j'ai d'accord. C'est les deux. Toi aussi, tu as la flamme. Ah, la flamme. Bracelet. Voilà. Et Laurent, vous avez quoi? Ah oui. Là, ça. La flamme et peut-être un petit. Bon, mais on va se faire cuisiner. encore plus d'amis. Hein? Bah, vous avez un tablier aussi. On va aller mettre ça. Ça te plaît, Amine? Ah oui. Ouais. Serre-le, serre-le. Beau, hein. Todaraba. Serre-le. Merci beaucoup. Mais avec plaisir et merci.
un dîner, c'est pas possible sans blague à la fin, vous savez ça? Ah non, mais, Non, mais faut ça- pas... Non, je ne sais pas. Je sais que tu sais pas, on m'a dit. D'où le fait que voilà, tu vas juste. Je vais écouter. En fait, c'est Patrick qui raconte bien les blagues. Ah, super. Ah oui, Et il faut que tu nous en sortes une. Oh Je compte sur toi. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est deux copains qui se rencontrent comme ça, puis il y en a un qui a les vêtements déchirés, qui a un ecchymose à l'œil, qui saigne, qui va très très mal. Et l'autre lui dit mais d'où tu viens comme ça? Et il dit écoute, je viens d'enterrement de ma belle-mère. Il dit non mais regarde-toi, on dirait que tu t'es battu. Oui mais elle n'était pas d'accord. Ceux qui ont eu une belle-mère un peu difficile peuvent. Raphaël, t'en as une là, je sens. Arrivé. Ouais, c'est deux rabbins qui atterrissent à New York et qui prennent un taxi. Magnifique. Et il y en a un qui dit à l'autre, il lui dit, tu sais rabbin, quand je vois la ville de New York, quand je vois ce que les hommes ils ont construit, je me dis je suis rien. Mais l'autre hoche la tête, sagement. Puis il reprend et lui dit, tu sais moi rabbin, quand je pense aux étoiles, quand je pense à la façon dont le ciel il a été organisé, quand je pense à la façon dont Dieu a disposé les étoiles et les galaxies, je me dis, je suis moins que rien. Mais l'autre approuve sagement. Là, ils arrivent tous les deux à un feu, et puis t'as le taxi, un gros black new-yorkais, qui se retourne, qui dit « Excusez-moi, messieurs les rabbins, mais j'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Et si vous, homme éminent, respecté dans votre communauté, vous êtes rien et moins que rien, mais alors moi, je suis quoi? Je suis du néant absolu. » Là, les deux rabbins se regardent et le regardent. « Pour qui tu te prends ?» Zelda. J'en ai qu'une, donc si vous voulez, je peux vous la raconter. Allez, vas-y. Ouais. Tu rigoles déjà, donc ça donne envie. C'est toujours la même depuis 20 ans? Toujours la même. La seule dont je me souvienne. Sarah est en fin de vie à l'hôpital. Moïse, son mari, il va tous les jours. Et un des derniers soirs, les médecins lui disent, bon, on peut peut-être essayer un truc. Je la connais. Faites-lui l'amour une dernière fois, en espérant que ce soit pas une dernière fois. On sait jamais, parfois, sur un malentendu, ça marche. Il va tant bien que mal à l'hôpital, il fait l'amour à Sarah une dernière fois, enfin pensant que c'est une dernière fois, il rentre chez lui, il lui dit au revoir. Il arrive le lendemain matin, le collège de médecins est là, c'est un miracle. Elle est en rémission, c'est bon, elle revit et tout. Je la connais. Bon, il rentre chez lui, il va préparer la maison, etc. Et sur le chemin de la maison, il se dit, si j'avais su pour maman. C'est horrible. C'est une très 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 mignonne. Moïse et Sarah, ils sont un petit peu âgés et tout. Et puis, et Sarah, elle dit à Moïse, tu sais, maintenant, il y a la petite pilule de tes prends et ça répare. Tu sais, il y a plus, on va pouvoir faire comme avant et tout. Ça. Et alors, bon, il fait les tests cardiaques, la prescription. Puis finalement, ils prennent rendez-vous. Elle met la vison avec les sibyllins et tout. Qu'elle n'est pas sortie depuis la bar mitzvah du petit. Bon, ils font tout un cérémonial. Le mec se bourre de Viagra et rien. Il dit, t'as vu de sourire, même droguée, elle te reconnaît. Oh non. Bien, on voit qu'on Bon, Laurent. Ouais, là, faut que ça s'arrête. Tu connais l'histoire de Mistoufle? Non. Non, mais... L'histoire de Mistoufle, c'est un type qui il rentre chez lui, il n'est pas allé depuis longtemps dans sa maison, la maison de son enfance, il arrive, il est accueilli par le gardien de la maison, il lui dit comment ça va, il arrive en Algérie, il est accueilli par le gardien de la maison qui le reconnaît, comment ça va bien, et les enfants ça va bien, et la maison ça va bien, et Mistoufle, le chat, comment il va? Mistoufle, il est mort. Comment il est mort? Oui, Mistoufle, il est mort. Comme ça, tu me le dis comme ça, tu me dis Mistoufle, il est mort, tu me dis, tu peux pas me dire les choses, tu peux pas me dire, je sais pas moi, Mistoufle, il était allongé sur la terrasse au soleil, il a vu une souris en bas, il a sauté, il a voulu l'attraper dans la lumière, il a disparu, quelque chose comme ça. Oui, bon, laisse tomber. Et comment va la grand-mère? Elle était allongée sur la terrasse. Pas mal. Elles sont pas mal. Ouais. Bon, alors, je vois qu'en blague, c'est pas mal, ça répond un peu. Par contre, j'ai une autre. J'ai lu ça. Pas la Shoah, Stéphane. Non, c'est pas une blague. C'est le questionnaire de Bell Brooks. Quelqu'un connaissait ce questionnaire de Bell Brooks? Il y a une question qui était intéressante là-dessus, c'est vos ambitions professionnelles, de carrière à l'âge de 5 ans, 15 ans, 21 ans et 86 ans. Qui veut se lancer là-dessus? Ambition professionnelle à 5 ans. Raphaël. Moi, je voulais être avocate. Ah voilà, Nora. Enfin, j'avais dit dans les à 5 ans. trucs. Ah non, c'était plus tard alors. 8 ans. 5 ans, manger des bonbons. Non, 5 ans. Toi, 5 ans?
Vétérinaire. Vétérinaire. Ingénieur. Laurent, à 5 ans, ingénieur. Ah oui. Zelda, à 5 ans, tu ne savais pas ce que tu voulais. Je voulais faire du business, moi, quand j'étais petite. À 5 C'est ans une vraie réussite, comme Patrick vous pouvez le constater. 5 ans que je pense que je voulais faire un peu de politique et avocat. Non. Non, évidemment que non. Michel. Non, mais moi, je voulais être policier, par Je exemple. voulais dessiner des voitures. Ah ouais. Ouais. Moi, je voulais vivre chez mon père. Oh, C'est pas une C'est carrière. horrible comme phrase. Affreux. Violoniste. Vous À viviez 5 ans. Pas chez lui. pas chez lui, chez maman Mhm. Et papa était parti, en fait. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Ah bon. Michel, Moi, je voulais me battre. te battre. Ah ouais. 5 ans. À 5 ans, te battre avec des armes, avec des... Parce que c'était ça, donc. Ton quotidien, c'était la violence 5 ans. Ouais. C'était Enfin, ça en qu'on même jouait temps, en le cours de Lambeau, récréation. Donc, pour se battre. Ouais. Et alors, à Pas tout seul. 15 ans, Nora, 15 ans, avocate, hein. avocate à 15 ans. Ouais, non, je voulais vraiment être avocate. Une envie d'être avocate à 15 ans. Et écrire des livres. 15 ans, Avocat. avocat, déjà. Simone Psy. Ah, Ok, Laurent Banquier. D'accord. Gros rêveur, Laurent. Ingénieur, banquier. Une ambition à 15 ans. Amine De la politique. Vraiment déjà Ouais, à 15 ans, Ok. bah oui. J'étais déjà au PS. Raphaël Prof de philo, moi. Prof de philo à 15 ans. Au PS. Moi, la philo est un mariage arrangé. J'avais acheté l'appartement sur plan. voilà. Et j'ai découvert la philo après avoir décidé d'en faire. D'accord. Et à 15 ans, tu savais que tu allais être philosophe. Et j'allais être prof de philo. Je savais que j'allais être prof de philo, mais je ne savais pas ce que c'était que la philo. Mais on m'avait dit que je serais prof de philo, donc j'avais intégré le fait que je serais prof de philo. Je suis allé à mon premier cours de philo en me disant que j'allais découvrir le métier que j'allais faire. Ah, c'est drôle. Michel journalisme. Journalisme. Ah oui, c'est marrant l'évolution comme ça. Ouais. Alors, avançons à 21 ans. À 21 ans, je m'étais dit écrire des livres et journalisme. Donc, tu es resté sur le Ouais, thème ouais. du journalisme. Ah, moi, je m'étais promis 3 livres avant 30 ans. Je m'étais dit, De les écrire ou de les publier. les Publier publier. 3 livres avant 30 ans. C'est ce que tu as fait 4 livres. Oui, bravo. Voilà. Bravo. 21, j'hésitais. Mais je commençais à vouloir faire la politique. À faire À faire la politique. Patrick Eh ben moi, juste après, à 22-23, j'ai voulu lancer un news magazine pour étudiants. Personne ne sait ça, c'est un scoop mondial. Oui, et mon comparse là-dedans est aujourd'hui un des responsables de Mediapart. Mais non. Un regret Non, pas du tout. Alors vraiment pas. Laurent Moi, j'étais dans la banque à 21 ans. Bah, voilà. 21 ans déjà, Ouais. banquier. Banquier, ouais. Donc, c'était tracé. Moi, je faisais mon stage, mon tour de tous les domaines. C'était magique. Magique. Et c'était un rêve ou c'était Non, non, obligatoire C'est une réalité. Non, non, C'était un non. rêve. C'était un rêve réalisé. C'est mieux. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il n'y avait rien d'obligatoire chez nous. Hein. Hélas. Zelda Moi, j'étais en école de commerce et je voulais entreprendre. Ouais. D'accord. Amine Politique. Politique, ça y est, c'était parti. Ouais. Mais alors, t'étais plus au PS à 21 ans du coup. Si. Ah. Je suis resté 16 ans. Mon pauvre. Ouais, pas mal. T'es suivi, tu consultes. Raphaël, je t'ai demandé À 21 ans, Carlos Moya, quand j'ai eu 21 ans, Carlos Moya a gagné Roland Garros. Carlos Moya me était rappelle. plus jeune que moi. Ce qui a Ça marque. complètement modifié mes perspectives. C'est-à-dire qu'il y a eu ça, et puis il y a eu la victoire d'Emmanuel Macron, qui était plus jeune Ouais. que moi aussi. Voilà. Il y a un âge dans la Ça a vie. modifié beaucoup de Là, on s'est perspectives. tous dit, on a raté notre vie. Là, on s'est tous dit, on est passé à côté de nos vies, tu vois. Et maintenant, on se dit tous finalement. Ouais. Finalement, pas tant que ça. Vu comme ça a tourné, ça va. Michel Politique. Politique. Et alors maintenant, à 89 ans, Ah bah. vous vous projetez Je comment m'en souviens pas. 89 ans, Nora. Tu dis Oh, peut-être. un 30e livre Non, peut-être 30 livres et j'irai en journal vu qu'il n'y aura pas tous les copains avec moi. Ils seront à la retraite. Donc, Ça sera À la un retraite, c'est gentil. Hein. oui, t'as vu, je suis. Non, ouais, j'espère être encore à écrire en tout cas. En temps à écrire, évidemment. Pareil, écrire. Ouais, moi à 89 ans, j'aimerais penser à mon prochain livre. Waouh. Ça veut dire que t'en as déjà écrit. Laurent Écrire d'autres. Mais moi, je pensais à une nouvelle vie, oui. Et ayant plus ou moins réussi la mienne, en faire une autre. Peut-être avec...
Je suis tout seul, donc peut-être avec une autre femme, ouais, peut-être. Entouré de vos tableaux, entouré de l'art toujours. Entouré de ma collection, bien sûr, parce que c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Ouais. Collection, c'est des achats tous les ans et c'est une construction qui ne s'arrête jamais, heureusement d'ailleurs. Et Zelda, 89 ans. J'espère être vivante déjà. Ouais. Heureuse, amoureuse, entourée de mes enfants et de mes petits-enfants. Et encore entrepreneuse quand même. Ouais. Déjà, si je suis vivante et heureuse, c'est ça sera bien. Raphaël. Moi, j'espère faire l'amour. J'espère faire l'amour à 89 ans. Enfant. Avec tous les produits. Commencer. Enfin. J'espère commencer. Ouais. C'est exactement ça. Si on lui avait dit que le sport marchait mieux avec toi, il aurait fait preuve de sport. Non, j'aimerais pouvoir, voilà, c'est mon ambition. Ouais, c'est bien. À 89 ans, c'est une très grande ambition. Mais non, c'est fini ça maintenant avec tous les médicaments. Un peu moins d'alcool, un peu moins de tabac, un peu moins de... Pétard. Michel, pour terminer. Avec les petits-enfants. Les petits-enfants. Ah, paisible. 89 ans. Moi, comme je suis hypocondriaque, je serais mort à 89 ans. Donc, je me projette pas du tout. C'est vrai? Ouais, je suis très hypocondriaque. Oui, voilà. Mais la peur, enfin, ça ne fait connais pas les mourir. de l'hypocondriaque. Vous l'avez bien dit. Je vous l'avais bien dit. Bon, comme on va pas terminer sur des notes là, je vous propose, on va terminer un peu en musique. On a de la chance d'avoir deux musiciens qui sont arrivés, Elisabeth et Richard, qui nous attendent au piano. On y va? Allez. Allez, c'est parti. On y va. Richard, Elisabeth, merci. Merci d'être là. Tu chantes un peu? Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parlait d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de tes doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, les drôles de bohème, et viens avec moi. Si je sais que tu aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, je sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, les drôles de bohème, et viens avec moi. Vous chantez? La 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 la. La 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 du-du-du-dum, du-du-du-dum, du-du-dum, 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 ba 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 la la la. La 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 du-du-du-dum, du-du-du-dum, du-du-dum, 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 du-du-dum. Bravo! Elle va se séduire, s'endormir. Allez-y. A gâché son bel avenir. La compagnie du pianiste. Alors, sans micro. Allez. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste. La groupie du pianiste. Allez, vas-y. Elle veut se sauver la vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire que se rose dans son lit, entre ses draps roses, d'un coup d'un geste tendre, la groupie du pianiste. devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste. La groupie du pianiste. Elle le sourit, c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire dans son lit,
rose. Allons-y. Elle aime, elle adore. C'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore. C'est beau comme elle aime, c'est beau comme elle aime. La groupie du pianiste. La groupie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier. Avec un enfant mené. Elle sait comprendre sa musique. Elle sait oublier qu'elle existe. La groupie du pianiste. Groupie du pianiste. Solo Michel, solo Michel. Allez à toi. Et toute sa vie c'est pas grand chose. Et qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire dans son lit, entre des draps roses. Elle aime, elle adore. C'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore. C'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Tu chantes. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, je te révèle, des super belles. Je donne la nuit, je les nuages, j'ai des nappes qui font naufrage. De toute nue, que je t'attends, et que tu viens voir demain. Mais tu n'es pas là. T'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Je rêve tant pis d'aller là-bas, et de visiter ton paradis. Ça y est, je mets tes photos dans mes chaussons et les voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je veux que tu viennes me faire voler, me faire jeter. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. J'ai envie d'aller là-bas, et de visiter mon paradis. Allez. Ça y est, c'est sûr. Oui. Faut que je me décide. Bien sûr. Je veux faire le mur. Mais oui, mais absolument. Attends, je vais rien faire. Je descends d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je fais des bateaux dans mon quartier. Il fait très beau. On peut ramer. La mer est calme, le feu s'éteint. Mais tu n'es pas là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, Tu t'en vas. Merci Richard, merci Elisabeth.
Merci à vous tous, toute la technique, j'ai pas le temps de donner. Merci à tous. Jennifer, Maxime, Nathan, tout le monde. Merci à mes guests, vraiment. Merci d'avoir été là, merci. On se dit au revoir au prochain dîner. À bientôt, salut. Salut. Mais tu n'es pas là. Ce programme vous a été présenté avec la boutique à Turquie Netanya, le lieu d'excellence du vin et de l'alcool. Ce dîner vous est présenté par Zabilo, l'expert de l'électroménager en ligne en Israël au meilleur prix. Eleven Paris vous présente le dîner. Eleven Paris, maintenant en Israël.